Alors, je suis vraiment très content de pouvoir démarrer cette année des grandes conférences. Comme l'a dit Anna, je viens d'arriver aux archives Henri Poincaré comme chargé de recherche CNRS. Et donc, c'est aussi pour moi l'occasion de parler un peu de mon travail en montrant un projet sur lequel je suis en train de travailler. Alors, vous avez vu que le sujet de la conférence, c'est la connaissance collective, et plus spécifiquement la connaissance collective en mathématiques. Alors, je vais commencer par vous donner quelques idées de ce qu'on entend par connaissance collective, et puis après, on passera au cas des mathématiques. Alors, si on aurait fait cette conférence, oui, du micro, d'accord, je vais essayer d'être trop mobile. Alors, si on aurait fait cette conférence en 1990, eh bien, on aurait été dans une situation où on aurait dit, eh ben, on ne connaît pas encore vraiment la structure du génome humain, on connaît en partie les causes du réchauffement climatique, nous ne savons pas encore si le boson de Higgs existe, et nous ne savons pas encore si bien, les ondes gravitationnelles existent. Et aujourd'hui, en 2025, eh bien, on n'aura aucun problème de dire que eh bien, nous connaissons la structure du génome humain, nous connaissons les causes du réchauffement climatique, nous savons que le boson de Higgs existe, et nous savons que les ondes gravitationnelles existent. Alors on a tous cette idée d'une connaissance eh bien, qui augmente, qui croît, qui s'enrichit chaque année. Ça, c'est une image intuitive que tout le monde reconnaît. Et la question intéressante, c'est eh bien, qu'est-ce qui croît exactement dans cette image? Bien, si on veut répondre à cette question, on peut noter la terminologie qu'on a utilisée. Vous avez vu que quand j'ai parlé des différents cas, j'ai utilisé le nous. J'ai dit que nous connaissons la structure du génome humain, ou nous savons que le boson de Higgs existe. Eh bien, la question de la connaissance collective, c'est exactement ça. C'est quand on attribue de la connaissance, non pas à des individus, comme moi, comme Anna, ou comme vous, mais à des groupes d'individus, à des collectifs d'individus. En particulier ici, eh bien, à la communauté scientifique, par exemple, dans son ensemble. Mais ça, c'est un phénomène que l'on retrouve eh bien, dans plein de domaines. On attribue de la connaissance à n'importe quel type de groupe. Par exemple, on va dire que le parquet national financier sait que Sarkozy a tenté de financer sa campagne avec la Libye. On dira que eh bien, la CIA sait où se cache Ben Laden, ou que le gouvernement américain ne sait pas qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. Alors, cette question de la connaissance collective, eh bien, elle a intéressé beaucoup les philosophes ces dernières années. Elle ouvre tout un tas de questions. Quand on dit nous savons, on peut se poser des questions sur le nous, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un groupe qui peut connaître? Qu'est-ce qu'une entité collective capable de savoir, de croyance? Et elle ouvre aussi des questions sur eh bien, la nature de la connaissance, quand celle-ci est collective et non pas individuelle. On peut se demander quelles vont être les caractéristiques de la connaissance quand elle est collective et la comparer à la connaissance quand elle est attribuée aux individus. Et une question qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, c'est de se dire, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un élément va devenir connaissance collective, aura le droit à ce statut honorifique, eh bien, de faire partie de notre ensemble de connaissances. Alors ces questions, elles sont eh bien, étudiées dans deux branches de la philosophie. Une branche, c'est l'épistémologie sociale, donc ça c'est la théorie de la connaissance. Et récemment, il y a eu un tournant social en épistémologie, en particulier des travaux qui sont intéressés directement à la notion de connaissance attribuée à des groupes. Mais c'est aussi une question très importante pour les philosophes des sciences. Que vous savez que la connaissance scientifique, eh bien, c'est une connaissance qui est produite par la communauté scientifique, et qui est donc possédée par un groupe, par la communauté, qui est maintenue par la communauté. Et cette question de la connaissance collective en sciences, elle est aussi très importante si on s'intéresse au rapport entre science et société. Vous avez vu lors du Covid, eh bien, c'était extrêmement important pour les politiques, pour tout le monde, de savoir ce que la communauté scientifique pensait de l'effet ou de la sûreté des vaccins, par exemple, ou de la nécessité de telle ou telle mesure pour contrer l'épidémie. Donc cette notion de connaissance collective, elle joue vraiment un rôle très important à plusieurs niveaux. C'est un composant vraiment essentiel de notre théorie de la connaissance et de notre théorie de la connaissance scientifique. Mais jusqu'à présent, assez peu de travaux se sont intéressés à cette question dans le cadre des mathématiques. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais avancer. C'est un peu l'objectif de ce projet, c'est d'essayer de dire quelque chose d'intéressant sur la connaissance collective dans le cadre des mathématiques. Alors, ce n'est pas un problème
abstrait qui intéresse juste les philosophes aux archives Henri Poincaré. C'est vraiment une notion, je pense, joue un rôle important dans notre philosophie des mathématiques et aussi dans notre théorie de la connaissance mathématique. Et ça pour deux raisons. La première, eh bien, c'est que cette notion est centrale à la dimension cumulative de la connaissance mathématique. Vous savez qu'en mathématiques, on établit de la connaissance en apportant des démonstrations. Et quand un mathématicien démontre un théorème, eh bien, il va s'appuyer sur des théorèmes que d'autres auront démontrés avant lui. Et donc, en permanence, la connaissance mathématique s'empile sur les résultats qui ont été obtenus par les chercheurs, par les mathématiciens précédemment. Et si vous avez une science qui fonctionne comme ça, de manière très cumulative, eh bien, il vous faut des critères pour savoir ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui fait que vous avez le droit d'utiliser tel résultat sans le démontrer, mais que tel autre résultat, vous n'avez pas le droit de l'utiliser? Eh bien, la connaissance collective est un de ces filtres. C'est-à-dire que si quelque chose est connaissance collective, eh bien, vous n'avez aucun problème à l'utiliser dans votre démonstration sans devoir le redémontrer. Et c'est pour ça que quand on regarde les textes de mathématiques, eh bien, on retrouve cette formulation. On retrouve des formulations du type « nous savons que » ou « il est connu que ». Là, vous avez deux exemples récents dans des articles des comptes rendus de l'Académie des sciences. Eh bien, ces formulations, elles font référence justement à des choses qui sont connues par la communauté mathématique. Ça, c'est la première raison. Oui, il y a quelqu'un qui fait des traits sur mes slides. C'est pas grave. Et la deuxième raison, eh bien, c'est que cette notion de connaissance collective, elle joue aussi un rôle pratique dans la communauté mathématique. Parce qu'elle intervient dans l'attribution de crédits ou de prix. Si vous voulez être reconnu comme la première personne qui ait démontré un théorème important, encore faut-il que votre démonstration soit reconnue par la communauté mathématique. De même que si vous voulez attribuer un prix, par exemple la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel, pour une démonstration d'un théorème de nouveau majeur, eh bien, encore faut-il que cette démonstration ait été reconnue par la communauté mathématique, fasse office de connaissance collective. Donc ce point-là, il est assez intéressant, parce que c'est aussi, on verra un petit peu, c'est aussi une piste pour comprendre cette notion de connaissance collective. On peut essayer de comprendre voilà, quels sont les critères qui doivent être réunis dans l'attribution de prix, dans l'attribution de crédit, et ça vous donne aussi des idées sur cette notion. Alors avant que l'on tente de réfléchir, de voir comment est-ce qu'on pourrait appréhender cette notion de connaissance collective en mathématiques, je voudrais vous montrer un exemple, qui est un cas qui a un peu défrayé la chronique ces dernières années. Alors pas dans Le Monde ou dans Libération, mais dans la communauté scientifique, et dans les journaux scientifiques et mathématiques. Et ce cas, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le cas de la conjecture ABC. Donc vous savez qu'en mathématiques, une conjecture, c'est une proposition que la communauté considère comme étant vraie, mais que l'on n'a pas encore démontrée. Et souvent, les conjectures sont un peu des moteurs des programmes de recherche, parce que justement, on va tenter de développer des méthodes, des moyens pour démontrer la conjecture. Bien, la conjecture ABC, c'est vraiment un problème fondamental en théorie des nombres. Alors, je ne vais pas vous l'énoncer dans les détails, parce que ça demande un peu de bagage technique, mais on l'appelle ABC parce qu'elle est connectée à cette équation A plus B égale C. Donc ça, ce sont des nombres. Et en fait, la conjecture ABC, elle vous dit quelque chose de très fondamental de la relation entre la multiplication et l'addition. Et plus précisément, elle vous dit quelque chose sur la manière dont la décomposition en nombres premiers de deux nombres, A et B, comment est-ce que la décomposition de A et la décomposition de B en nombres premiers est connectée à la somme. Bon, je ne vais pas en dire plus au niveau mathématique, ce n'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est que cette conjecture-là, elle a de nombreuses applications. C'est-à-dire que si demain, on est en mesure de démontrer la conjecture ABC, alors on va tout d'un coup résoudre tout un tas de problèmes en théorie des nombres. En particulier, on va être en mesure de fournir une nouvelle démonstration du théorème de Fermat, qui est ce grand problème mathématique que peut-être vous avez déjà entendu parler. Et on aurait donc une nouvelle démonstration du théorème de Fermat dans un format un peu spécifique. Alors en 2012, il y a un mathématicien japonais qui s'appelle Shinichi Mochizuki. Et en fait, il a annoncé avoir démontré la conjecture ABC. Alors Mochizuki, c'est pas n'importe qui. C'est un mathématicien qui a fait sa thèse à Princeton. Il est passé par Harvard, il travaille à Kyoto. Il a été reconnu comme quelqu'un de très précoce, une forme de génie mathématique, en tout cas durant ses études.
Et il a démontré tout un tas de théorèmes importants dans les années 90 et 2000. Et il a eu l'honneur de donner une présentation au Congrès international de mathématiques. Ça, c'est vraiment un honneur très important qui distingue que quelques mathématiciens à chaque occasion. Donc si Mochizuki prétend avoir démontré la conjecture, il peut y avoir un peu de crédit, il faut quand même s'y intéresser. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il s'y est pris. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'un jour, en 2012, eh bien, il a posté 4 manuscrits sur son site internet pour un total de 500 pages. Donc, ce n'est pas une petite contribution, c'est un projet sur lequel il a travaillé pendant des années. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'en a parlé à personne. Ce sont vraiment des gens qui se sont rendus compte à un moment que sur le site de Mochizuki, il y avait peut-être la démonstration d'un des problèmes les plus importants de mathématiques actuellement. Et donc, quand une démonstration est proposée comme ça dans la communauté mathématique, habituellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les mathématiciens, les collègues s'en emparent, ils tentent de regarder, de comprendre ce qui a été fait, et puis on fait une première évaluation, on se dit, bon, bah tiens, peut-être que les techniques, les méthodes qui sont utilisées peuvent vraiment être prometteuses et démontrer le théorème, puis après on regarde d'un peu plus près. Si c'est prometteur, eh ben, on tente de faire tous les détails, et peut-être qu'on va y arriver, ou sinon on va rapidement identifier des problèmes dans la démonstration. Alors ces problèmes-là, ils peuvent être ou pas réparés. S'ils peuvent être réparés, eh ben, on va avancer de cette manière-là. Ou sinon, on va considérer que c'était une bonne tentative, mais que ça venait vraiment du part. Et ben, dans le cas de Mochizuki, c'est un peu problématique, parce que ces 500 pages de démonstration, personne ne les comprend. Donc, bien évidemment, si on veut évaluer la démonstration, la première chose à faire, c'est d'être capable de comprendre la démonstration. Et ben là, la communauté s'est vraiment heurtée à un mur. Par exemple, le mathématicien Ellenberg, à Wisconsin, dit qu'en lisant les articles, on a un peu l'impression de lire un article venu du futur ou d'un autre monde. Et le journaliste dans Nature, il vous dit la chose suivante, il vous dit un mathématicien japonais affirme avoir résolu l'un des problèmes les plus importants de son domaine. Le problème, c'est que presque personne n'est capable de déterminer s'il a raison. Donc vous voyez que c'est même pas qu'on est... La communauté est convaincue que la démonstration ne marche pas, c'est qu'on n'a pas compris la démonstration, donc on n'est même pas capable d'évaluer si elle est correcte ou si elle n'est pas correcte. Alors il y a des mathématiciens un peu plus braves que les autres et qui ont vraiment tenté d'avancer sur le sujet. En particulier 2 mathématiciens de premier plan, qui sont Peter Schulze et Jakob Stixt, ont vraiment fait un gros effort de ce côté-là. Et en particulier, ils ont été rencontrer Mochizuki au Japon, à Kyoto. Ils ont passé une semaine avec lui, tous les jours, les matins, les après-midi. Ils ont discuté, et ils ont posé des questions. Et ils en sont ressortis pas très convaincus. Ils ont écrit une note après. Et ils ont dit, nous, les auteurs de cette note, sommes parvenus à la conclusion qu'il n'y a pas de démonstration. Alors ça a quand même mis un gros coup à cette ambition ou à la reconnaissance de l'ABC. Si quelqu'un comme Scholze, qui est peut-être un des mathématiciens les plus importants aujourd'hui, Bedai Fields, très influent, s'il dit ça, c'est qu'a priori, il y a quand même un problème. Mais en face, Mochizuki prétend qu'ils n'ont rien compris. Il dit qu'il y a de nombreuses parties tout à fait substantielles ou centrales de l'IUT, ça c'est sa théorie, qui sont complètement mal comprises par Scholze et Stiglitz. Donc d'un côté, on pourrait aussi évaluer la situation en disant peut-être que Scholze et Stick n'ont pas fait assez d'efforts pour comprendre ces années de travail de Mochizuki. Peut-être qu'il faudrait y passer un peu plus de temps. Et donc, il est tout à fait possible qu'il n'ait pas compris et que la démonstration soit toujours correcte. L'avis de la communauté est plutôt du côté de Scholze. L'avis de la communauté est plutôt qu'il a raison et qu'il y a un problème avec la démonstration. Mais bon, le fait est que ça reste encore planer un doute parce que pas beaucoup d'autres mathématiciens se sont impliqués pour tenter de vérifier la démonstration. Alors pour compliquer encore un peu les choses, il s'avère qu'en 2021, les travaux de Mochizuki ont été publiés. Ils ont été publiés dans un journal qui est tout à fait sérieux. Ce sont les Publications of the Rhythm, qui est un journal évalué par les pairs. Mais alors le problème de cette publication, c'est que ce journal-là, c'est le journal du laboratoire de Mochizuki. Et en fait, Mochizuki est l'éditeur en chef de ce journal. Donc il aurait un peu publié sa propre démonstration, donc là, ça ne donne pas beaucoup de crédit en plus à la véracité de ses travaux. Mais en même temps, les éditeurs du journal les assurent qu'il aurait été écarté et que finalement, un vrai processus d'évaluation par les pairs aurait eu lieu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cet exemple-là,
c'est que vous voyez que même si le travail a été publié dans un journal reconnu, évalué par les pairs, on n'a pour autant pas connaissance collective. Si vous allez voir un mathématicien aujourd'hui, il vous dira non, non, la conjecture ABC n'a pas été démontrée, ça reste une conjecture. Donc si on voudrait dire juste, bah, et connaissance collective, ce qui a fait l'objet d'une publication évaluée par les pairs, bah ça ne marche pas. Vous avez déjà tout de suite un contre-exemple. Alors cet exemple-là, il est intéressant parce que, eh bien, il montre un peu les différentes dimensions de la connaissance collective. La première chose qu'on voit, c'est que pour qu'un résultat soit accepté, il faut qu'il y ait un certain type d'interaction entre les membres de la communauté. Euh, L'auteur va devoir expliquer, présenter sa démonstration, quelque chose que Mochizuki ne fait pas très bien, par exemple. Et les autres mathématiciens vont questionner, challenger, demander des détails, apporter des contradictions potentielles. Donc on imagine qu'il doit y avoir un certain type d'interaction avant que quelque chose devienne connaissance collective. Le deuxième point, c'est que eh bien, le rôle et la réputation des agents impliqués jouent un rôle important. Vous voyez que quand c'est Scholze qui dit là, il y a un problème, bah, ça casse tout de suite l'élan de connaissance collective. Hein. A priori, avant de revenir à un état où on va dire oui, oui, on sait que, ou nous savons que la conjecture ABC est vraie, il y a un peu de chemin. Et ça illustre aussi eh bien, le fait que les prises de position publiques sont importantes. Vous voyez que dans ce business de la connaissance collective, le fait que quelqu'un dise moi je pense que c'est pas correct ou moi je pense que c'est correct, et qu'il le dise publiquement, eh bien ça c'est quelque chose qui va jouer un rôle. En particulier quand quelqu'un dit je pense que la démonstration est correcte, il engage aussi sa responsabilité et il engage aussi sa réputation auprès de la communauté. Et enfin, on voit qu'il y a aussi des conditions qui ont à voir non pas avec les agents, mais avec la démonstration elle-même. C'est-à-dire que cette démonstration-là, si elle a été écrite dans une formulation qui n'est pas compréhensible, eh bien déjà, ça pose un problème pour que le mécanisme de validation s'enclenche. Donc on imagine aussi que pour que quelque chose atteigne le statut de connaissance collective, pour qu'un théorème atteigne le statut de connaissance collective, il va y avoir des conditions sur le texte de la démonstration elle-même. Alors maintenant, je voulais vous présenter quelques idées que j'ai tenté de développer pour essayer d'appréhender cette notion de connaissance collective en mathématiques. Et on va diviser un peu le propos en deux temps. La première partie, on va se consacrer un peu sur le nous, dans le nous savons, et on va essayer de comprendre un peu quel est le fonctionnement de la communauté comme machine de validation, c'est ce que j'appelle l'architecture de la communauté mathématique. Quels sont les mécanismes de coordination, d'organisation qui sont en place, comment on peut les appréhender. Et dans un deuxième temps, on va s'attacher plutôt au savon, dans le nous savons, et on va se demander quelles sont vraiment les conditions qui doivent être réunies, les dimensions de la connaissance collective, les différents axes qui doivent être, sur lesquels des conditions doivent être remplies pour qu'à un moment donné, un théorème ait le statut de connaissance collective. On va diviser les choses là un peu. Alors, une manière de poser le problème, ça serait le suivant. Euh, donc, moi, je suis un peu déformé par mes études d'ingénieur, je pense tout en termes de système. Et donc, on pourrait imaginer la communauté mathématique eh bien, comme un collectif d'agents. On lui donne en entrée le texte d'une démonstration mathématique, par exemple ce que Mochizuki a posté sur site internet. La communauté va mouliner et elle va donner un verdict correct ou incorrect. Alors, quand on présente les choses de cette manière-là, eh bien, on tombe sous la thématique générale de l'intelligence collective ou de l'agentivité collective. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un groupe d'agents se structure, se coordonne, s'organise pour réaliser une tâche spécifique. Vous avez plein d'exemples. Hein. Vous prenez un ensemble d'ouvriers qui va construire une maison, un jury de tribunal qui doit délibérer sur un cas particulier, une équipe de foot qui doit marquer un but. Tous ces exemples-là sont des exemples où eh bien, vous avez plusieurs agents qui doivent s'organiser, se coordonner pour ensemble accomplir une certaine tâche. Ben là, dans le cas de la communauté mathématique, c'est la même chose. Vous avez tous nos mathématiciens à un moment donné. Et il doit se passer quelque chose pour que la communauté donne un verdict sur le côté correct ou incorrect de la démonstration. Alors, quand on est dans cette thématique-là, on peut parler vraiment des systèmes multi-agents en général. Vous avez différents modèles qui ont été proposés, différents types d'architecture.
Alors, une distinction très importante, c'est entre les organisations ou les systèmes multi-agents centralisés et décentralisés. Donc, un système, il est centralisé quand vous avez un individu qui va contrôler l'ensemble des autres individus. Alors, typiquement, un chef d'orchestre, vous avez un individu et l'ensemble des musiciens va suivre le commandant du chef d'orchestre. Même chose pour une armée dirigée ou pour une entreprise. Vous avez des systèmes où vous avez un agent ou un petit groupe d'agents qui donnent des ordres et la coordination des autres agents vient de cette planification de l'agent central. Mais vous avez aussi des systèmes où l'organisation se fait un peu de manière spontanée, où vous n'avez pas de coordination centrale, vous n'avez pas de contrôle central, et néanmoins, vous avez une coordination des agents. Eh bien, ces systèmes-là, on les appelle les systèmes multi-agents décentralisés. Et un des exemples, ou plusieurs des exemples les plus intéressants, ont à voir avec les colonies d'insectes. Donc, si vous prenez par exemple le cas des colonies de fourmis, vous avez les fourmis qui sont à un moment donné dans leur nid, et vous avez plusieurs sources de nourriture. Comment est-ce qu'une colonie de fourmis procède pour rechercher de la nourriture? Eh bien, en fait, au départ, chaque fourmi ont des compétences très très limitées. Et ce qui se passe, c'est que chaque fourmi va se déplacer de manière aléatoire dans l'environnement. Ça, c'est le point de départ. Donc, vous avez quelque chose qui est très désorganisé. Mais dès qu'une fourmi va rencontrer une source de nourriture, eh bien, quand elle va revenir au nid, elle va déposer des phéromones. Elle va déposer des phéromones qui sont des constituants chimiques. Et ces phéromones-là, eh bien, ils vont envoyer des signaux aux autres fourmis. Ce qui veut dire que quand une autre fourmi va se déplacer dans l'environnement, si elle rencontre un chemin de phéromones, eh bien, la fourmi va être incitée à le suivre. Ce qui fait qu'elle aussi va rejoindre la source de nourriture. Et quand elle va revenir, elle va elle-même déposer du phéromone. Et c'est ce qui fait que petit à petit, vous voyez que le système s'organise et que vers la fin, eh bien, on a l'ensemble des fourmis qui se déplacent sur des chemins très spécifiques. Donc là, vous avez un exemple en fait, d'organisation d'un système, d'auto-organisation, qui procède alors que, bien évidemment, il n'y a aucun contrôle central. Vous n'avez pas une fourmi qui donne des ordres et qui dit à telle fourmi, il faut aller là ou il faut aller là. Et c'est même encore pire, en fait. Chaque fourmi a vraiment un nombre limité d'actions. Elle est capable de trouver de la nourriture, de déposer un phéromone, de réagir à un phéromone. Donc, c'est un agent aux compétences très limitées. Aucune fourmi n'a accès à ce qui se passe ailleurs. Donc, chaque fourmi voit son environnement local. Et néanmoins, on voit émerger un comportement intelligent au niveau collectif. Alors, une des choses qui fait que cette organisation fonctionne, c'est le fait que les fourmis, elles ne communiquent pas entre elles, mais elles communiquent à travers l'environnement. Parce que quand une fourmi revient de la source de nourriture, elle dépose des phéromones. Donc ça, c'est une manière de communiquer. Et c'est une manière de communication très intéressante, parce que c'est une manière de communication qui intervient en changeant l'environnement. Vous voyez, les fourmis ne s'envoient pas des signaux entre elles changent l'environnement, et les autres agents vont réagir à cet environnement. On appelle ça en biologie ou dans ces domaines-là la stigmergie. C'est vraiment un phénomène très important. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est la construction des nids chez les termites. Donc de nouveau, les termites, ce sont des tout petits insectes qui font que quelques millimètres. Et en fait, ils sont capables de construire des nids qui peuvent faire plusieurs mètres de haut. Donc les colonies de termites sont capables de construire des structures qui sont de plusieurs ordres de grandeur plus grandes qu'elles. Donc ça, c'est assez étonnant. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que la plupart des termites sont aveugles. Donc c'est vraiment des insectes aux compétences très limitées. Elles peuvent bouger des petits bouts de terre qu'elles vont agglomérer, sur lesquels elles vont aussi déposer des phéromones. Mais ce qui en résulte, le nid non seulement a une structure très remarquable, une structure robuste, fiable, mais ça va encore plus loin. On voit que dans les terrains chauds, les nids de termites ont aussi des systèmes d'aération, d'auto-refroidissement, de climatisation qui sont construits à travers le nid. Donc vous voyez qu'en fait, là, on a aussi un cas où chaque agent a vraiment des compétences très limitées, déplacer des petits bouts de terre, donner des signaux pour que d'autres déplacent des petits bouts de terre. Et vous avez petit à petit l'émergence d'une structure très importante. Et de nouveau, les termites, elles réagissent aussi, elles communiquent aussi à travers ce mécanisme de stigmergie. C'est-à-dire que quand elles déposent un peu un petit pelé à un certain endroit, elles déposent des phéromones.
qui font que d'autres termites vont en déposer dessus. Et petit à petit, en fait, on voit une structure émerger, on voit des colonnes qui émergent. Les colonnes vont se transformer en arches. Les arches vont être remplies par des murs. Et ces choses-là vont s'empiler, et ainsi de suite. Eh bien, ma proposition, c'est que cette structure-là, de système multi-agents décentralisé, elle pourrait être très utile pour nous, en épistémologie, pour comprendre la notion de connaissance collective comme un phénomène émergent au-dessus du système multi-agent qui est la communauté mathématique. Et je vous donne quelques éléments pour montrer que le parallèle pourrait être intéressant à poursuivre. Et vous voyez que bon, bah, ça, c'est une observation triviale, que la communauté mathématique pardon, est un système multi-agent. Ça, c'est évident. Il faut remarquer que, eh bien, dans la communauté mathématique, il n'y a aucun contrôle centralisé. Personne n'a été dit à Scholze, toi maintenant, tu vas vérifier la démonstration de Mochizuki, et tu vas nous dire c'est correct, et tu vas y passer une semaine à Kyoto, etc., etc. Donc les agents prennent leurs décisions en autonomie. Peut-être incité, mais quand vous avez une vérification qui s'opère, c'est une forme d'auto-organisation. Personne, vous n'avez pas une entité centrale qui contrôle ce que les agents font ou doivent faire. Encore plus important, vous n'avez pas de contrôle centralisé qui vous donne le verdict définitif, de savoir si la démonstration est correcte ou incorrecte. Ça, c'est très différent du fonctionnement de beaucoup de groupes. Si vous prenez par exemple le Parlement, le Parlement a des systèmes de décision pour dire ce qu'il considère qui se considère doit être mis dans la loi ou pas. Si vous prenez un jury ou de master ou un comité éthique, eh bien, vous avez des systèmes de décision, ça peut être par majorité, ça peut être de différentes manières. Vous avez des mécanismes et vous avez une autorité qui vous donne un verdict à la fin. Ben là, dans la communauté mathématique, vous n'avez rien de tout ça. Donc il faut à un moment expliquer comment est-ce que sans une entité centrale qui est capable de décider, ces états de connaissance collective peuvent émerger. Et enfin, il faut voir aussi que les agents, un peu comme les fourmis, elles opèrent à partir d'informations locales. Donc si vous avez une vision de l'édifice mathématique comme une espèce de grande cathédrale, aujourd'hui, aucun mathématicien eh bien, n'a une vue globale de cet édifice. Chacun travaille de manière spécialisée dans sa zone des mathématiques. Et néanmoins, le tout s'agence, euh, on l'espère, en quelque chose qui est tout à fait cohérent et solide épistémiquement. Et néanmoins, eh bien, on a envie de dire que la connaissance mathématique collective, cet édifice de connaissances qui est produit par la communauté mathématique, elle possède une certaine structure architecture avec un certain niveau de robustesse et de fiabilité. L'hypothèse que je voudrais développer, c'est que on pourrait peut-être expliquer ces phénomènes épistémologiques si on considère qu'ils sont vraiment qui doivent être vraiment attribués à l'édifice mathématique, de la même manière que l'on peut expliquer eh bien, la robustesse d'un nid ou la fiabilité d'un nid construit par des termites dans lequel aucun agent n'a une vue globale du tout, et néanmoins, on a des mécanismes de coordination qui font qu'à la fin, on est capable eh bien, de réaliser une tâche extrêmement complexe. Alors, une fois que l'on a posé le problème de cette manière-là, vous voyez qu'il y a aussi une autre dimension sur les systèmes multi-agents décentralisés, c'est leur dynamique. Donc, vous avez vu que dans le cas des fourmis, on voit vraiment d'une étape à l'autre une organisation du système. Le système au départ est chaotique, toutes les fourmis sont un peu dispersées, et petit à petit, eh bien, toutes les fourmis vont se retrouver sur des axes très précis. Eh bien, ça va être la même chose pour la communauté mathématique. Donc on pourrait imaginer que, eh bien, quand... Ah pardon, excusez-moi, je me suis un peu porté. Je voudrais juste vous dire quelque chose avant sur comment est-ce qu'on peut organiser, comment est-ce qu'on peut développer un peu plus cette analogie-là. Mais je vais terminer sur ma lancée. Donc, on peut vraiment essayer de voir la connaissance collective eh bien, comme le point final, comme le point vers lequel converge le système. Alors, je vais revenir un peu sur mon analogie. Désolé, j'ai un peu loupé une petite partie. Euh, donc, si jamais on voulait vraiment faire un modèle qui se rapproche du modèle des colonies d'insectes, eh bien, on aurait des agents mathématiques. Là, ce sont les agents de notre communauté. On a un nombre fini d'agents. Et ces agents-là, eh bien, ils vont interagir avec un environnement. Alors, l'environnement, ça ne va pas être le terrain des fourmis, ça ne va pas être l'environnement physique, mais on va dire que l'environnement, ce sont les preuves qui sont rendues publiques. Et donc, on peut imaginer que eh bien, notre système de mathématiciens, notre communauté mathématicien, elle va justement interagir avec cet environnement-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mathématiciens peuvent modifier l'environnement, par exemple en rajoutant des démonstrations, en les rendant publiques.
mais ils peuvent aussi réagir à l'environnement. C'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement sélectionner une démonstration, la vérifier, ou annoncer, ben, moi je pense que cette démonstration-là est correcte. Et donc vous voyez que de la même manière que les fourmis communiquent à travers l'environnement, on pourrait aussi imaginer que eh bien, la communauté mathématique euh, interagit avec l'environnement et communique à travers cet environnement-là. Et donc, si on prend l'analogie avec les systèmes de biologie comme on les a vus, en fait, ce qu'il faut penser, c'est vraiment euh, comment dire, la paire entre les agents et l'environnement. Et le tout, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Donc, vous voyez que quand les fourmis évoluent, les fourmis modifient l'environnement qui elle-même modifie le comportement des fourmis. Donc, on a en fait une espèce de boucle de rétroaction. Et bien, quand on doit penser ce type de système, on doit vraiment penser la totalité des choses. Et c'est cet écosystème-là qui se déplace et qui se modifie dans le temps. Donc voilà, je reviens à mon idée de penser la connaissance collective de manière dynamique. Donc en fait, le problème, on pourrait le poser de cette manière-là. On pourrait se dire, bah, supposons qu'à un moment donné, un mathématicien mette sur la table une certaine démonstration. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui doit se passer pour que la communauté arrive à un stade où on dira, eh bien, la communauté sait que le théorème est vrai. En d'autres termes, si on utilise ce modèle-là, eh bien, on pourrait essayer de caractériser eh bien, ces fameux états spécifiques, un peu ces états de convergence vers lesquels le système tend, et qui seraient ces états de connaissance collective. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Là, on passe un peu dans la deuxième phase. La question, c'est de savoir eh bien, quelles conditions doivent être remplies pour qu'à un moment donné, on considère que un certain théorème, une certaine proposition, ait atteint le statut de connaissance collective. Alors, on va procéder un peu par étapes. On peut faire une première tentative, et la tentative la plus, on va dire, immédiate, si on posait la question à n'importe qui aux archives ou ailleurs, ce serait de dire, bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire que la communauté mathématique sait qu'une certaine proposition est vraie? Bah, la première chose, c'est qu'il faut une démonstration qui soit accessible publiquement à la communauté mathématique. Simplement, la communauté accepte la démonstration. En gros, on appellerait ça acceptance collective. On pourrait dire, bah, à partir du moment que la communauté accepte la démonstration comme correcte, le théorème démontré aurait le statut de connaissance collective. Alors ça paraît assez sensé. Et en fait, quand on regarde des conditions d'attribution de prix, donc j'ai dit que ça pouvait être une indication pour nous, hein, pour essayer de comprendre eh bien, quelles sont les conditions derrière la notion de connaissance collective. Donc ça, ce sont un extrait qui vient des guidelines du Clay Mathematics Institute. Donc ça, c'est un institut qui a décidé de donner des prix pour 7 très grands problèmes mathématiques. Et si vous êtes en mesure de résoudre un de ces problèmes, l'Institut vous donne 1 million de dollars. Ça vaut quand même le coup. Donc, bien évidemment, si vous avez un institut qui demain dit on va donner 1 million de dollars pour la résolution d'un problème mathématique, il faut bien qu'il y ait un peu de juridiction derrière et on va peut-être mettre quand même quelques règles pour savoir dans quelles conditions on va attribuer ce million de dollars. Donc il y a un texte très intéressant qui sont les guidelines du Clay Mathematics Institute qui explique sous quelles conditions l'Institut va donner son prix d'1 million de dollars. Et si on imagine que ils vont le donner quand le résultat aura la démonstration, aura le statut de connaissance collective, que le théorème aura le statut de connaissance collective, alors ce document est aussi intéressant pour nous. Et une des premières choses qui est dit dans ce document, c'est que la solution proposée doit obtenir une acceptation générale au sein de la communauté mathématique mondiale, telle que déterminée par l'Institut à sa seule discrétion. Donc ça, c'est vraiment une idée qu'on retrouve partout, hein, cette idée d'acceptance collective. Donc c'est probablement une condition qu'on doit avoir. Et donc là, on pourrait réfléchir sur comment est-ce qu'on peut la définir. Et bon, cette condition-là, on peut poser le problème de cette manière-là. Je ne vais pas vous montrer le trop de schéma, mais là, c'est un schéma. Euh, En gros, on peut s'attendre à ce que... Qu'est-ce que ça veut dire que la communauté accepte une démonstration? Ça a probablement à voir avec le fait qu'un certain nombre d'agents dans la communauté acceptent la démonstration à titre individuel. Donc on peut imaginer qu'on a nos agents là, et en fait, on va, à un moment donné, on va simplement noter
quels sont les agents qui ont accepté publiquement, de nouveau on a cette idée de prise de position publique, qui ont accepté publiquement la démonstration. Donc là, on a que 1 accepte, A2 n'accepte pas, A3 ne se prononce pas, etc., etc. Eh bien, une manière de préciser cette notion d'acceptance collective, c'est de se dire dans quelles conditions, quelles doivent être les conditions réunies sur cet ensemble de niveaux d'acceptance et d'acceptation pour que l'on dise que la communauté accepte. Alors, les philosophes parlent en termes de fonction d'agrégation dans ce cas-là. Donc, on essaye d'agréger les jugements d'acceptance individuelle en un jugement collectif. Et là, on a plein de choix. Il y a plein de choses qu'on pourrait mettre là. Alors, je ne vais pas vraiment aller plus loin aujourd'hui sur ce point-là. Mais on pourrait imaginer qu'on a envie de mettre quelque chose qui est une espèce de compteur. Vous voyez? Donc on a envie de dire que bah, si plein de gens acceptent, probablement ça veut dire que la communauté accepte. Et si plein de gens rejettent, la communauté rejette. Il nous faut un peu plus de monde, il ne faut pas juste une ou deux personnes. Hein, il faut un moment qui est quand même un espèce de volume. On aurait aussi envie de dire que ben, la réputation des gens va être importante. Si c'est Scholze qui accepte et qui est médaille Fields, ça aura plus de poids dans la balance que si c'est un collègue de Mochizuki, par exemple. Vous voyez? Et donc, si on a cette fonction de compteur, ben, on peut imaginer que l'acceptance collective, ben, on va avoir un espèce de score qui va évoluer dans le temps en fonction de prise de position des individus. Et donc, à un moment, si on est entre ces deux zones, ben, on va dire que la communauté n'est pas décidée. Puis peut-être à un moment donné, on va avoir pas mal de monde qui accepte. Alors on va dire, ah bah maintenant la communauté accepte. Mais il est aussi possible que une grande partie de la communauté n'accepte pas. Et à ce moment-là, on va dire la communauté rejette. Dans le cas de Mochizuki, on est vraiment dans cette zone de milieu. Parce qu'en fait, on a des gens qui acceptent, des gens qui n'acceptent pas. Et en fait, c'est assez dur de dire bah, quelle est la position exactement de la communauté. Alors la question intéressante, c'est est-ce que eh bien, la notion d'acceptance collective épuise la notion de connaissance collective? Est-ce qu'il n'y a que ça derrière la notion de connaissance collective? Eh bien, j'ai envie de dire non. Parce qu'il existe des cas où en fait une démonstration va être acceptée collectivement, et pourtant, on n'aura pas envie de dire qu'il y a connaissance collective. Alors, je vais vous illustrer un de ces cas, qui est un exemple qui vient du mathématicien Voevodsky. Donc, Voevodsky est un très grand mathématicien qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il explique ici qu'à un moment donné, il a démontré un théorème avec un de ses collègues, Kapranov, et que ce théorème-là, eh bien, alors il y avait une erreur. Eux ont réalisé au bout d'un moment qu'il y avait une erreur. Mais il dit qu'à partir de 1993, eh bien, plusieurs groupes de mathématiciens ont étudié l'article lors de séminaires et l'ont utilisé dans leurs travaux, et aucun d'entre eux n'a remarqué l'erreur. Donc vous voyez qu'on a eu à un moment donné, en fait, cet article a été proposé, et vous avez plein de mathématiciens qui ont repris les travaux de Voevodsky, ils les ont repris à leur compte, ils se sont dit, bon, bah, si c'est Voevodsky qui l'a démontré, alors il y a des chances que ce soit correct, et ils l'ont utilisé dans leurs propres travaux, donc ils l'ont utilisé dans cette dimension cumulative des mathématiques dont je parlais. Ce qui veut dire que probablement, ils acceptent la démonstration. Donc là, dans cet exemple de Voevodsky, on a acceptance collective, parce qu'on a beaucoup des mathématiciens, des agents de la communauté, qui ont accepté la démonstration. Mais il dit que, Voevodsky nous explique, il dit un argument technique émanant d'un auteur reconnu, difficile à vérifier, et ressemblant à d'autres arguments dont on sait qu'ils sont corrects, n'est presque jamais examiné en détail. Et donc là, on a un problème, vous voyez, parce qu'on a un cas où on a acceptance collective, beaucoup de monde auront accepté la démonstration parce que c'était Voevodsky, qui paraît assez naturel. Hein. Si Voevodsky l'accepte, il y a des chances que ce soit vrai. Donc, c'est une bonne raison pour d'autres individus de l'accepter. Mais le problème, c'est que. Pardon? Non, non, mais le fait est que lui, il dit que. Si, si, il était déjà connu à ce moment-là. Si. Et aussi, comment dire, c'est vrai que beaucoup de mathématiciens ont utilisé ces travaux sans les examiner. Euh, et donc, ce que je voulais dire, c'est que là, on a un cas où on a acceptance collective, mais néanmoins, on n'aurait pas envie de dire qu'il y a connaissance collective, parce qu'en fait, le système n'a pas bien fonctionné. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'en fait, la démonstration a été utilisée par d'autres, mais en fait, elle n'a pas été examinée elle-même. Et on a un peu envie de dire que ben, dans un bon fonctionnement de la connaissance collective, eh bien, quand une démonstration est proposée, elle doit faire l'objet d'une examination, non pas seulement par son auteur, mais par d'autres. Et il y a d'autres exemples de ça. Par exemple, là, je ne l'ai pas mis ici, mais on a un exemple récemment avec Scholze qui s'est tourné justement vers la communauté des informaticiens et des vérificateurs, dans la même situation.
où vous avez quelqu'un qui a une grande autorité, qui propose un résultat. Ce résultat-là, il est accepté, utilisé par d'autres. Et ça, c'est une bonne manière de faire, hein, parce que si vous êtes moins compétent que Voïvodski, si vous devez mettre un jugement, mieux vaut accepter sur la base du fait que Voïvodski l'accepte que de l'accepter sur votre propre jugement. Et donc là, il faut rajouter quelque chose. Et ce que je propose de rajouter, eh bien, c'est une condition qui dit que non seulement, là on a notre première condition, la démonstration doit être acceptée par la communauté, mais qu'en plus, elle ait fait l'objet d'un certain examination par la communauté mathématique. En termes épistémologiques, on dira qu'elle a été vérifiée de manière fiable. Hein, ça, c'est un terme technique. Vous savez que ceux d'entre vous qui connaissent la épistémologie fiabiliste, c'est l'idée que, eh bien, on pense la justification en termes de systèmes qui sont capables de déterminer de manière fiable si quelque chose est vrai ou pas. Et bien, cette condition-là, elle dit tout simplement que la démonstration a été suffisamment examinée pour que l'on puisse penser qu'elle est effectivement correcte. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, cette condition-là, on la retrouve aussi dans les guidelines du Clay Mathematics Institute. Parce que le Clay Mathematics Institute, ils avaient un peu anticipé cette idée. Ils s'étaient dit, probablement, c'est possible qu'à un moment donné, tout le monde se réveille et dise ah bah tiens, oui, cette démonstration, elle est correcte. Et puis qu'on attend un petit peu, et puis qu'on se dit ah bah finalement, non, il y avait peut-être un problème. Et donc, dans ces prix de 1 million de dollars, eh bien, le Clay Mathematics dit que la solution proposée, elle doit aussi résister à un examen rigoureux de la part de la communauté mathématique mondiale pendant une période minimale de 2 ans. Et ils disent la détermination de ce qui constitue un examen rigoureux bien relèvera de la seule appréciation du Clay Mathematics Institute. Bien, cette idée d'un examen rigoureux, c'est exactement ce qu'on voudrait mettre dans notre deuxième condition. L'idée vraiment que la démonstration doit être vérifiée d'une certaine manière par la communauté. Alors ça, c'est intéressant parce que je ne vais pas le faire là, mais vous voyez que si on veut spécialiser ça, il faut commencer à expliquer comment est-ce que la communauté peut s'organiser pour vérifier une démonstration. Et là, de nouveau, il y a des problèmes très très intéressants de coordination, de systèmes multi-agents sur comment est-ce qu'on peut réaliser ce genre de choses. Alors, vous allez me dire, on est quand même on va dire, en bonne position. On a envie de dire, OK, on a un résultat, la démonstration, elle est acceptée par la communauté, et en plus, elle a été suffisamment vérifiée par la communauté. Alors, on pourrait dire, bah, ça, c'est tout ce qu'on veut pour la notion de connaissance collective. Mais en fait, j'ai envie de dire que non, parce qu'il y a des cas où, en fait, ces deux conditions vont être remplies, et néanmoins, on a envie de dire qu'il n'y a pas connaissance collective. Un exemple de ce cas-là, c'est une démonstration qui a été proposée d'un théorème qu'on appelle le théorème des 4 couleurs. Alors, le théorème des 4 couleurs, il vous dit que si on prend une carte et qu'on voudrait la colorier, eh bien, on voudrait la colorier d'une manière telle que deux régions qui sont contiguës, c'est-à-dire deux régions qui partagent une frontière, n'ont pas la même couleur. Et donc, dans la situation-là, on pourrait se poser la question, bah, quel va être le nombre minimal de couleurs pour colorier une telle carte? Eh bien, le théorème des 4 couleurs vous donne une certaine information. Il vous dit, bah, au minimum, 4 couleurs sont nécessaires pour colorier n'importe quelle carte, de telle manière que deux régions contiguës n'aient pas la même couleur. C'est le théorème des 4 couleurs. C'est un théorème en fait qui est importante pour la cartographie, pour la topologie, mais aussi pour la théorie des graphes. Et à la fin du 19e siècle, eh bien, il y a un mathématicien, Kempe, il a annoncé une démonstration du théorème des 4 couleurs. Alors, cette démonstration-là a été très rapidement acceptée par la communauté mathématique à l'époque. On peut imaginer qu'elle a reçu une certaine attention et que d'autres gens aient vérifié la démonstration. Ça a valu beaucoup d'honneur à Kemp. En particulier, il a été élu à la Royal Society. Sur cette base, il a été président de la London Mathematical Society. Donc, c'est vraiment une démonstration qui lui a valu beaucoup d'honneur. Et cependant, alors ça a duré pendant à peu près 10 ans. Tout le monde était très content avec ça. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé. Il a donné un contre-exemple à la démonstration. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la démonstration de Kemp, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle vous dit, bah, Kemp, il dit, moi, je vous ai expliqué comment on peut colorier n'importe quelle carte. Je vais vous donner une méthode concrète pour le faire. Alors, la méthode, elle va un peu dépendre de la situation initiale. Donc, il vous donne plusieurs configurations de départ. Et il vous dit, bah, dans tel cas, on fait comme ça, dans tel cas, on fait comme ça. Et puis maintenant, j'ai couvert tous les cas. Donc, je vous ai montré qu'on peut toujours colorier avec 4 couleurs. Alors, quand vous utilisez ce type de stratégie, il y a toujours le risque que, bah, dans un cas, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Et c'est ce que Yewood a montré. Il a sorti une carte qui dit, bah voilà, la méthode de Kemp, elle ne peut pas colorier cette carte-là.
Alors là, de nouveau, on pourrait être dans un cas où on pourrait dire peut-être qu'on peut bricoler, peut-être qu'on peut la réparer, et manque de bol, bah, on ne peut pas, quoi. Donc ça a donné un coup de grâce à la démonstration de Kemp. Pour votre information, il a fallu attendre les années 60-70 pour qu'on arrive vraiment à démontrer ce théorème-là avec beaucoup de moyens, en utilisant des ordinateurs, donc quelque chose de très compliqué. Mais là, j'ai envie de dire qu'on est vraiment dans un cas où on a acceptance collective, que apparemment tout le monde a accepté la démonstration. On peut imaginer que les gens les vérifiaient de manière suffisante, et néanmoins, on ne peut pas avoir connaissance collective parce que la démonstration n'est pas correcte. Peut-être dans ce cas-là, on dira, oui, les gens pensaient savoir que le théorème des quatre couleurs était vrai, mais en fait, ils ne le savaient pas. Ils ne pouvaient pas le savoir puisque la démonstration n'était pas correcte. Et il y a des raisons de penser que bah, ça peut se passer comme ça. Donc, euh, il suffit juste pour que ces deux conditions soient remplies et qu'il y ait quand même un problème. Il suffit juste d'avoir une démonstration qui soit très convaincante et pour laquelle l'erreur va être difficile à trouver. C'est ce que John Conway, qui est un mathématicien, remarque en fait sur la démonstration de Kemp. Il vous dit ça, c'est une démonstration qui est très convaincante. Il donne l'exemple d'un de ses collègues qui donnait un cours et il dit que bon, bah, quand on vous l'explique, c'est très difficile de voir qu'il y a une erreur dans ce domaine-là, dans cette démonstration. Donc ça, c'est un cas qui vous montre que bah, on peut très bien avoir acceptance collective et justification collective. Et pourtant, on n'aura pas envie de dire qu'on a connaissance collective parce que la démonstration, en fait, eh bien, n'est pas là vraiment. Alors là, on arrive un peu à la fin et donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Bah, peut-être qu'il faut rajouter une condition sur la démonstration elle-même. Peut-être que ce qui est important, puisque nos jugements de connaissance collective, ce sont des jugements normatifs, hein, on essaie de savoir comment est-ce qu'on applique ce concept-là dans les conditions correctes, eh bien, il faudra rajouter que la preuve elle-même doit être une preuve correcte de phi. Donc, il y a une condition qui a à voir non pas avec les agents, mais avec la démonstration elle-même. Alors là, de nouveau, il y aurait un peu de travail pour expliquer comment est-ce que l'on remplit cette condition-là. Vous pouvez le faire si vous avez une bonne théorie de la rigueur mathématique, par exemple. Ça peut être tout à fait faisable. Mais c'est aussi pour vous montrer que cette condition-là, elle n'est pas délirante, parce que, vous voyez, avec Mochizuki, un des problèmes qu'on avait, c'était que la démonstration n'était pas compréhensible. Donc, c'est pas fou qu'à la fin de les courses, dans nos conditions, on a quelque chose qui est à voir avec la démonstration. Et si vous pensez tout ça en termes de notre écosystème, bah, ça fait sens aussi. Parce que le statut de connaissance collective, c'est un statut qui contribue à l'écosystème, à l'agent et aux démonstrations. Et donc là, on a des choses qui ont à voir avec des propriétés des agents, des propriétés émergentes, vous voyez, hein, parce que ce sont des paramètres qui évoluent dans le système, mais aussi des propriétés de l'environnement lui-même. Alors juste encore deux, trois mots. Donc là, vous voyez un peu que ces conditions-là, elles sont vraiment sur des axes vraiment séparés. Vous voyez, l'acceptance collective, ça a vraiment à voir avec les prises de position publiques. Pour qu'on ait acceptance collective, il faut que les gens se prononcent, acceptent, au moins à travers leurs actions ou de manière directe, eh bien, envoient un signal public, si vous voulez, à la mathématique. Ça, c'est une chose. C'est une partie de la question. Mais vous voyez que ça, il y a une autre partie qui est vraiment quel est le travail qu'on fait vraiment avec la démonstration. Et là, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre du privé. Il n'y a pas forcément d'annonce, mais c'est vraiment est-ce que assez de travail a été fait. Et là, c'est quelque chose qui a à voir avec l'environnement. Donc, vous voyez que dans cette notion de connaissance collective, on n'a pas une seule dimension, on a plutôt plusieurs dimensions. Et il semble que pour qu'on atteigne ce statut un peu particulier, eh bien, il faut que les conditions soient satisfaites suivant ces différents axes, suivant ces différentes dimensions. Alors, si on prend un peu notre exemple de Mochizuki, bah, on voit qu'en fait, assez peu des conditions sont remplies. Est-ce qu'on a acceptance collective? Bah, non, clairement pas. On n'a pas la majorité des mathématiciens qui acceptent la démonstration. On est probablement dans cette zone grise entre acceptance et non-acceptance. Est-ce qu'on a justification collective? Bah, non plus. Parce qu'en fait, pas beaucoup de gens ont vraiment tenté de vérifier la démonstration. Donc, on est un peu limité. La communauté aurait pu faire un peu plus de travail, vraiment, pour aller dans les détails, si ça valait le coup. Mais là, de nouveau, hein, il y a un trade-off de temps et d'énergie à investir. Est-ce que la démonstration est correcte? Bah, pas des gens pensent que non. Mais ouais, c'est aussi une possibilité. Hein, c'est une petite possibilité, mais ça reste une possibilité quand même. En tout cas, on pourrait imaginer un cas où tout ça soit rempli, mais on pourrait imaginer tout à fait la situation de machine de kit, sa théorie et sa démonstration soient correctes. OK. Alors là, je vais résumer un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, euh, le sujet qui m'intéresse, sur lequel je souhaitais avancer, c'est cette notion de connaissance collective. Je pense qu'elle est importante pour les technologies mathématiques. Mais pour l'instant, assez peu de propositions ont vraiment été mises sur la table pour voir eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion. La proposition, c'est
d'appréhender la communauté mathématique comme un système multi-agent décentralisé. Hein, donc, c'est toute cette idée de l'écosystème, de l'interaction avec les agents, avec l'environnement, et l'idée que tout ça converge vers des états spécifiques. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que cette notion de connaissance collective, elle pourrait fonctionner suivant trois dimensions, qui sont l'acceptance collective, la justification collective et la correction de la preuve. Alors ça ouvre plein de questions. Hein. La première question, c'est de savoir est-ce qu'on peut raffiner, préciser ce modèle. Hein. Moi, j'ai fait un modèle très simpliste, mais on peut tenter de l'augmenter et de le préciser. Après, ça ouvre aussi la voie à des études sociologiques. Voilà, ça ouvre des tas de questions. On a redivisé le problème en plusieurs branches. Donc peut-être que on peut faire des études de terrain pour savoir dans quelles conditions la communauté accepte, que ça veut dire pour un individu d'accepter une démonstration. Est-ce que l'on peut connecter notre conception de l'acceptance collective avec ce qu'on va observer dans la pratique? Et on peut aussi s'amuser à faire des simulations computationnelles, un peu comme vous l'avez vu sur le cas des fourmis, où on peut mettre notre modèle dans un ordinateur et voir dans quelles conditions ça converge ou pas. Et après, ce qui est aussi intéressant, eh bien, ça serait de voir quelles sont les relations entre cette notion de connaissance collective en mathématiques et ce qu'on le trouve dans d'autres domaines. Et en fait, là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, non seulement c'est intéressant toujours de comparer différentes conceptions de la connaissance collective, mais c'est aussi intéressant de voir, c'est très bien que les mathématiques et les sciences sont très imbriquées, de voir quelles sont les interactions entre connaissances collectives en mathématiques, par exemple, et connaissances collectives en sciences. Donc, comment est-ce que ces résultats-là s'embriquent pour éventuellement fournir des formes de connaissances hybrides. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Formidable. Donc, je vais essayer de maintenant gérer la discussion entre le virtuel et le réel. Chers camarades, sachez que vous avez le droit de poser des questions. Qui était premier? Alors, j'ai l'impression que c'est André qui s'est déjà prononcé plusieurs fois lors de la conférence. Merci, c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Je suis d'accord avec toi que c'est pas assez étudié, etc. Et j'ai quelques remarques si je peux. Mais bien sûr que tu simplifies beaucoup Oui, bien sûr, les bien sûr. choses parce que tu délivres. Mais moi-même, il y a des choses. Bon, je vais encore. Déjà, connaissance mathématique, je ne crois pas que ça réduit un peu de connaissance de théorème. Oui, bien sûr, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Dans d'autres choses. Ouais. Et c'est plutôt côté sportif de mathématiques, bien sûr, il y a création de concepts, etc. etc. Mais d'accord, si on a quand même réduit toute l'histoire théorème et les pauvres, connaissance des pauvres, aussi, je vois c'est une grosse simplification dans ton modèle que tu regardes ça comme la communauté, quelque chose de plus ou moins homogène. Ouais. Même en vérité, bien sûr, si on pense des exemples, c'est pas comme ça. Et c'est pas même majorité, comme tu dis, que majorité accepte. C'est beaucoup plus structuré. Bon, c'était que sous nos yeux, Oui. le cas de Grégory Perelman, Oui. qui par ailleurs refusait cette million. Il a refusé, ouais. Et donc, là, c'était fait de manière très visible, il est mis sur un site, mais finalement, à New York, pour l'Institute, c'était un groupe de spécialistes qui avaient interagé comme ça pendant 2 semaines, je peux, si je me rappelle bien. Et donc, c'est ce groupe, en fait, discuté. Ouais. Et après, déjà, bon, tout le monde, plus ou moins, fait confiance à ce groupe. Donc, il y a en fait cette entreprise, je ne sais pas si vous pensez de savoir collectif, qui s'agit des autorités, d'autres gens, de diversifier les spécialités, les qualifications, et même, bien sûr, c'est important que ça reste ouvert pour tout le monde. Donc, c'est ça. Aussi, j'ai une petite remarque sur l'histoire de Weivos, parce que ça, je connais très bien de lui personnellement et par autre source. En fait, c'est que j'ai pas cet article, bon, oui, déjà, c'était beaucoup lu. Et les profs, c'était pas trop fine. Oui. D'accord. Ça.
Mais le problème, et c'était dans ton slide, mais tu peux mentionner que Carlos Non, non. Simpson, Ouais, ouais. il a trouvé contre-exemple. Voilà contre-exemple. Hum. J'ai vu il y a quelques jours et Ouais, ouais, il demandait en fait. ouais. Oui, donc c'était pour tout le monde évident que tu mais Oui, bien sûr. mais Hum. personne ne pouvait trouver un code. Ouais. Et Voevodsky lui-même non plus. Ouais. Et donc tout ça se donnait aux possibilités de vérification automatique, etc. Et aussi, ici les questions, parce que peut-être on va trop loin avec juste une réaction. Oui. Les questions que on pourrait dire le théorème est vrai ou faux, mais le problème, que le mathématicien n'est pas satisfait par ça. Oui. Il faut aussi comprendre. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Hum. Et donc, comment tu... Ouais. Alors, plusieurs points intéressants. C'est vrai que, en fait, on pourrait être biaisé en regardant les grands cas. Parce que tu vois, quand tu dis de Grégory Perelman, quand il y a vraiment un gros résultat, là, on a une organisation qui se fait où on a vraiment un groupe et on va remettre en fait la décision à un groupe. Mais ça, c'est plus l'exception que la règle. Parce qu'il faut imaginer que dans la connaissance collective, il faut prendre toutes les choses qui sont publiées. Et comment tu expliques en fait quand un théorème a été proposé, il est sur Archive, et puis quelqu'un travaille dessus, et puis tiens, il dit ça c'est intéressant, et check, puis il lui fait un peu, puis l'autre dit ah bah tiens ça c'est intéressant, puis petit à petit on arrive à 20, 30 citations. Tu vois, c'est aussi ces cas-là. En fait, ces cas d'organisation où les gens se réunissent autour d'une table et se disent on va examiner la preuve, c'est très très rare. C'est très, très rare que ça arrive comme ça. Ça arrive sur les gros trucs. Non, mais je suis d'accord avec toi que ça arrive sur les gros théorèmes. Mais le gros de la pratique mathématique ne fonctionne pas comme ça. La plupart des preuves, en fait, sont mises sur archive ou même publiées et pas lues. Tu vois? Donc, on aurait même une question de savoir est-ce que tous, on va dire, les choses un peu moins prestigieuses, est-ce qu'on a envie de les mettre dans la connaissance collective en mathématiques? Ça, c'est une question aussi qui est très intéressante. Donc, il ne faut pas être biaisé avec ces cas-là d'organisation qui. On pourrait sauter là-dessus pour théoriser, mais en fait, je pense que c'est vraiment l'exception. Je suis d'accord avec toi sur Voevodsky, il y a beaucoup plus de choses à dire. J'ai essayé d'aller un peu plus vite pour tenter de vous donner l'intuition qu'on peut avoir acceptance collective. Et normalement, qu'il y a un problème parce que la démonstration n'a pas reçu assez d'attention. Qu'est-ce qu'on voudrait dire d'autre? Oui, oui. Alors comprendre. Alors il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait dire que comprendre en fait est une précondition à la vérification. On pourrait le voir comme ça. Moi, je pense que j'ai travaillé là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a compréhension et vérification sont deux choses. Mais pour savoir si une démonstration est correcte, on doit être en mesure de la vérifier. C'est la chose importante. Et pour la vérifier, il faut un certain niveau de compréhension. On peut vérifier quelque chose sans le comprendre. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour là, c'est vraiment établir que quelque chose est correct. Donc, de quelle manière, si vraiment tu étais capable de vérifier la démonstration étape par étape et dire tout est clean, mais je ne comprends pas trop ce qui se passe, ça ne remet pas forcément en cause que la démonstration est bien une démonstration du théorème. Donc, je dirais que la partie connaissance collective telle que je l'applique ici est plutôt du côté vérification. Mais après, on pourrait avoir une notion plus sophistiquée où on mettrait aussi compréhension. Mais là, il faudrait réfléchir de quel état épistémique ça correspond. Ouais. C'est pas merci beaucoup. Deux choses. Ouais. Caractérisation de la connaissance. Plutôt d'accord. Ouais. Qu'a fait en fait avant de voir un peu la fonction de la preuve en disant qu'il ne doit pas rester sur le mais en fait, ça correspond assez bien à la caractérisation de la connaissance. Tout à fait, ouais. La séquence, et la correction à la vérité. Est-ce que tu n'as pas l'idée qu'il y aurait des concurrents à la métier? Oui, ça c'est un peu toujours le type de. On pourrait effectivement regarder dans cette. Alors, moi je pense que les cas de Guettier, quelques personnes ont tenté d'écrire des choses comme ça en mathématiques. J'ai jamais trouvé ça très très convaincant, mais je demande à être convaincu. Alors, vous savez, les cas Guettier, moi j'ai toujours trouvé que c'était pas quelque chose de très stimulant, parce que comment est-ce que les gens ont résolu le problème en fait? Ils ont dit ah bah on a nos conditions de la connaissance. Ah les cas de Guettier ça nous embête. Et ils ont juste rajouté une condition, on appelle anti-chance, anti-luck. Voilà, du coup, on n'a pas appris grand-chose, quoi. On a juste mis un patch. Et, euh, on sait aussi que les cas Guettier, ça a été un peu démontré dans les années 90. On peut les fabriquer un peu comme on veut. Donc, il y a un peu tout un truc comme ça. Mais tu as tout à fait raison. Hein, il pourrait y avoir en fait un espèce de contre-exemple avec une forme peut-être même spécifique aux mathématiques de cas Guettier qui dirait ah non, là, on a loupé un truc. Et là, ça serait intéressant de voir. Et il faudrait voir aussi à quel point on peut trouver des cas réalistes
ou à quel point, mais ça serait aussi intéressant, hein, ça pourrait être sur vraiment des bases purement conceptuelles, de dire non, ce cas-là, elle serait tout à fait admissible, mais on n'aurait pas envie de dire qu'il y ait connaissance. Alors à ce moment-là, oui, on pourrait rediscuter. Ça reste une position, mais je suis assez sceptique sur le fait que ça existe, des cas Guettier dans le domaine des maths. Ouais, ouais. Mhm, mhm. Ouais. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ouais. Bah, après, tout dépend. Le but d'un modèle, c'est qu'il soit suffisamment, comment dire, précis pour qu'on puisse. Donc, c'est une idéalisation. Donc, il faut voir si, à quel point ces dimensions-là vont être importantes pour comprendre les phénomènes qui vont être la cible de l'analyse, quoi. Euh, Moi, ce qui m'intéressait surtout sur ce modèle-là, c'est tu vois, le fait qu'on puisse expliquer qu'à la fin des courses, on a quand même un édifice qui est hyper fiable, hyper structuré, probablement assez robuste, sans que personne vraiment s'attache à surveiller le truc de haut. Et c'est ça, cette analogie-là qui m'intéresse. On pourrait redévelopper un peu plus là-dessus. Par exemple, tu vois, les questions de robustesse. Euh, la robustesse dans le cas des fourmis ou des termites, c'est que ben, des fois, si tu donnes un coup de pied dans la fourmilière, comme on fait souvent, et tu reviens le lendemain matin, bah, souvent ils ont reconstruit une bonne partie du truc assez rapidement. Donc là, il y a une forme de robustesse du système qui fait que même si ça perd des agents, même s'il y en a d'autres qui sont détournés, on se réorganise et on réussit un peu. La communauté mathématique, c'est ça. Parce que la communauté mathématique, chaque année, beaucoup de gens disparaissent de la communauté, d'autres arrivent. Donc, c'est pas quelque chose qui est fixe, hein, c'est quelque chose qui est mouvant en permanence et qui peut être aussi impacté, hein. Peut-être qu'à un moment donné, tout un champ des mathématiques va disparaître parce qu'il n'y a plus de financement, parce que c'était dans une région du globe bah, qui a décidé de faire autre chose, etc. etc. Donc, je trouve que ce modèle-là, il peut nous être utile pour expliquer tout un tas de choses. Alors, il peut être raffiné, bien sûr, mais après, tout dépend de savoir ce que tu veux expliquer avec ces raffinements. Bien sûr, on pourrait aller raffinement, on pourrait dire, bah non, mais c'est pas la même chose si on est à Paris ou si on est à... Et puis, les historiens vont vous dire, c'est pas la même chose si on est en 1990 ou en 1980, qu'on est ou pas maître de conférence ou professeur d'université, etc., etc. On peut aller vraiment au plus loin qu'on veut dans le raffinement, mais tout dépend si c'est utile pour expliquer ce qu'on souhaite expliquer, quoi. Ça va être ma réponse. Merci infiniment. Il n'y a pas de questions ici, mais il y a des questions en ligne aussi. François, c'est à toi. Ah, on l'entend pas. Il va falloir que tu te démutes d'abord, hein. Ah ouais, il n'a pas le droit de se démuter, en fait. Pardon. Merci, c'était très intéressant. Question suivante. Vas-y, c'est à toi. Ok, là vous m'entendez? Oui, je peux pas me démuter tout seul. Alors merci pour l'exposé, c'était super intéressant. J'ai deux questions ouvertes et je propose que tu répondes à celle que tu préfères. Ma première question ouverte, c'est lorsque tu parles des systèmes multi-agents décentralisés, les exemples que tu prends, ce sont des cas où les agents utilisent uniquement des informations locales. Ah, On ne on comprend m'entend pas, pas? c'est très très haché quand tu parles. Ah, Euh, je vais essayer avec un autre micro peut-être. Coupe ta caméra. On a l'impression que c'est ton micro qui a un problème, ouais. Et est-ce que on m'entend? Oui, ça marche là? La Ah, caméra, c'est flux, ils peut-être. disent qu'en ligne, c'est bon, donc c'est nous qui avons un problème. Détache le truc, alors, tant pis. Tu vois? Ah, c'est. Ah, ah, d'accord. Non, mais c'est pas grave, ça va. Je réessaye, puis si ça marche pas, c'est pas grave, je poserai ma question sur le chat. Attends, et là, il faut que j'ouvre le son. Vas-y, essaie voir. Est-ce que ça marche là? Est-ce que ça marche mieux? C'est sur mon ordi, ouais. Ça marche mieux? D'accord, donc ça marche. Voilà, là, c'est. Oui. Attends. Là, c'est bien. Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que vous m'entendez là? Alors, j'enlève complètement le son. Vas-y, vas-y. Il n'y a que le son Là, ça maintenant. va? C'est clair là maintenant? Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Non, je disais, j'ai deux questions ouvertes et je propose que tu répondes à celle qui t'intéresse le plus. Ma première question, c'est lorsque tu parlais de système multi-agents décentralisé, tu évoquais le fait que dans ce système, les agents utilisent des informations locales et les cas que tu prenais, c'est même des cas où les informations utilisées sont uniquement locales. Je me demandais si c'était un point vraiment important et aussi si ça pouvait complètement rendre compte de la communauté mathématique qui, comme toutes les communautés scientifiques faites avec des humains qui réfléchissent aussi sur leurs pratiques, ont l'air aussi d'utiliser des informations globales et
peut-être parfois c'est quand même assez crucial. Ça, c'est ma première question, c'est un peu une question ouverte. Ma deuxième question ouverte, c'est qu'est-ce qui serait vraiment spécifique à la communauté mathématique versus d'autres communautés scientifiques? Dans ce que tu as dit, j'imagine que la notion de preuve joue un rôle, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels il te semble vraiment qu'il y a quelque chose de très spécial à dire sur la communauté mathématique? Voilà. Merci encore pour l'exposé, que c'était très intéressant. Merci beaucoup pour ta question. Non, je suis tout à fait d'accord, hein, effectivement, sur la dimension locale. Alors, la dimension locale, elle est importante parce que on a beaucoup d'exemples en mathématiques où les gens vont utiliser un résultat d'un autre domaine qui vont avoir besoin dans leur propre domaine. Mais le plus souvent, vraiment, les justifications dans l'autre domaine ne sont pas accessibles directement, où il faudrait vraiment reprendre un apprentissage spécifique. Et souvent, on fait simplement confiance à l'autre communauté pour ça qu'il a obtenu. Si par exemple, tu travailles en théorie des nombres et que tu vas utiliser un résultat de, je sais pas moi, d'une branche très spécifique de la géométrie algébrique, peut-être que tu ne connais pas tous les détails, mais néanmoins, ça serait très utile de l'utiliser. Donc, il faut utiliser ce genre de choses. Et c'est en ce sens-là que je disais que bah, voilà, on est quand même de manière utilisée, on travaille avec l'information de manière locale, mais globalement, l'édifice, lui, va demander des connexions qui vont plus loin que ce que chaque personne voit. Mais tu as tout à fait raison, hein. On peut après essayer de voir, là, le schéma est minimal. C'est un peu la même question que Manuel. On peut essayer de voir est-ce qu'il y a peut-être des couches d'organisation intermédiaires qui vont remplir certains rôles. Et en fait, je pense que dans ce type de choses, ce qui est intéressant, c'est de faire comme on fait dans n'importe quel exercice de modélisation, c'est-à-dire aller du plus simple au plus compliqué. Donc, le modèle donne une base, et puis toi, tu vas dire, ah non, tiens, je ne peux pas expliquer ça, tel et tel aspect avec ce modèle-là, et après, on voit si on l'enrichit, et toujours avoir un peu un hasard d'Occam et dire quel est vraiment le minimum de choses dont j'ai besoin pour expliquer tel aspect, quoi. Et moi, je progresse comme ça serait ma proposition. Euh, et sur la question de la spécificité des mathématiques, alors, il y a vraiment des choses très spécifiques. Par exemple, tu vois, j'en ai pas trop parlé aujourd'hui, mais le cas qui est très spécifique aux mathématiques, c'est qu'on n'a pas techniquement, on ne devrait pas avoir besoin de connaissances par témoignage. C'est-à-dire que si tu prends le cas de la physique des particules et du CERN, le seul moyen qu'on a de savoir que le besoin de X, c'est de faire confiance aux gens du CERN. Moi, je ne peux pas dans mon salon refaire l'expérience, personne ne peut, ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, on est vraiment obligé de faire confiance aux gens qui ont fait l'expérience et donc on est obligé d'avoir ces mécanismes de dépendance. Techniquement en mathématiques, concrètement, c'est pas vrai, mais techniquement en mathématiques, tu peux prendre n'importe quelle démonstration et si tu as l'expertise nécessaire, tu peux la vérifier toi-même. Ça va peut-être te prendre un jour, 2 jours, 3 mois, un an. Et techniquement, tu peux le faire. Donc là, il y a quelque chose qui est un peu différent avec les autres domaines, mais on pourrait tout à fait dire hein, qu'en mathématiques, ça fonctionne aussi par témoignage et c'est tout à fait vrai. Mais ce point-là, il est aussi important parce que tu vois, il y a beaucoup de discussions sur le rôle de la vérification formelle, donc la vérification par ordinateur. En fait, la vérification par ordinateur, elle va venir résoudre tout un tas de problèmes comme ceux de Voïvodski, c'est-à-dire que elle va entièrement décharger ces questions de vérification à la machine. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait dans le cadre des mathématiques et qui n'est pas forcément vraiment faisable en sciences. Donc là, on a vraiment des aspects qui sont liés à la nature même de la connaissance mathématique, qui fait qu'on va avoir des phénomènes collectifs qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres domaines. Mais on va aussi trouver beaucoup de choses communes avec d'autres domaines. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Super, merci beaucoup. Gerhard, dans 3 secondes, on va régler la question informatique. Donc, du coup, je redonne la parole à la salle. Cyril, c'est à toi. Et moi, j'essaie de te rebrancher sans rebrancher les sons, en fait. Merci. Oui. Bon, merci bien. Merci bien. Les qualités publiques, c'est la locale, il y a la connaissance commune potentiellement. Voilà. Ça, c'est juste un détail. Euh, Par rapport à, globalement, ok, on socialise les choses. Sauf que quand on socialise les choses, il peut y avoir plein de couches de socialisation qui sont différentes. Et tu nous disais à l'instant que tu voulais être dans des approches assez minimalistes en enrichis. Sauf que si on prend des exemples, c'est des exemples les pires. Au sens, tu prends les termites, Ouais. ça marche parce que derrière, il y a un processus évolutionniste. Donc, si tu vraiment tu veux comparer les communautés à ça, bah, ça t'amènerait, si on suit ce type d'exemple, vers des épistémologies évolutionnistes. Tu ne veux pas forcément acheter ça. Okay. Mais donc voilà, donc je pense que je serais bien d'avoir des exemples qui soient, je trouve, un peu plus déflationnistes. Voilà. Okay. Et dernier petit point, en fait, il me semble que le cœur de ton argument, c'est de dire que c'est social. Mais en fait, dans ce cas, pour être vraiment déflationniste, on peut te dire, bah, tu es juste un fiabiliste. Sauf que le processus, c'est un processus social. Le processus est fiable.
Attention, fiable, ça ne veut pas dire contrôlé ou transparent. Voilà. Non. Fiable, c'est la perception, c'est fiable, c'est pas contrôlé, c'est pas transparent. Donc on peut te dire, bon, bah, tu es juste un fiabiliste qui reconnaît que le processus est collectif. Et donc, par rapport à Milo et Perlis, et voilà, social processes and proofs of theorems, qu'est-ce que tu Mhm, en ouais. penses? Euh, alors, oui, donc sur le côté local, alors les deux sont pas incompatibles, tu vois, parce que quand les fourmis modifient leur environnement, euh, c'est comment dire, c'est comme ça qu'elles communiquent avec les autres fourmis de manière indirecte, mais néanmoins, l'idée du local, c'est que chaque agent a une vision limitée de l'édifice. C'est ça que je voulais dire, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est juste la limitation de... Tu connais qu'un certain nombre d'articles, tu connais qu'un certain nombre de théorèmes qui étaient appris par ton éducation, par ton expérience professionnelle. Et à aucun moment, quelqu'un a une vision globale de ce qui se passe, quoi. Et le fait qu'il y ait des annonces publiques ne change pas cette dimension-là. Parce que même s'il y a des annonces publiques, tu peux les avoir, mais encore faut-il aller les consulter. Comme la fourmi, encore faut-il qu'elle rencontre le phéromone d'une autre fourmi pour accéder à cette annonce qui est accessible à tout le monde dans l'environnement. Donc ça, c'est pas forcément incompatible à ce niveau-là. Euh, moi, j'aime beaucoup hein, l'esprit fiabiliste. Alors, mais ce que j'ai remarqué, c'est que, et c'est ça un peu, ça c'est l'insight. Personnellement, en ayant travaillé là-dessus, au début, tu pourrais te dire, tiens, je vais prendre quelques cas dans l'épistémologie et je l'applique aux maths. Par exemple, bah, tu connais, il y a les travaux d'Alvin Goodman qui a aussi a proposé son modèle dans le cas collectif. Elle a dit, bah, tiens, on va prendre ça, ça marche très bien. En mathématiques, il faut vérifier des démonstrations en mettant un modèle fiable là, et en fait, on va avoir le gros de notre terrain. Et en fait, bah, c'est qu'une partie des choses, en fait. C'est-à-dire que si jamais tu voyais ça que sous ce prisme-là, tu pourrais pas du tout expliquer, parce que tu vas avoir des cas où peut-être beaucoup de gens vont avoir vérifié les démonstrations, mais si personne s'est prononcé, même si personne n'a agi vraiment dans cette sphère publique où on se prononce publiquement, en fait, la connaissance collective, elle décolle jamais. Tu vois? Donc c'est important que toutes ces dimensions-là soient remplies et la partie fiabiliste n'est qu'un aspect du truc. C'est une trivialité de dire que les mathématiciens vérifient les démonstrations. C'est une trivialité. Et de dire qu'ils le vérifient ensemble, c'est une trivialité. Ce qui n'est pas une trivialité, c'est de se dire bah, déjà comment ça marche. Et donc là, j'ai pas eu trop le temps, mais bien évidemment, dans mon travail, après, il faut essayer de dire quelque chose de plus précis sur comment est-ce que ces choses-là s'organisent pour avoir vraiment une machine ou un système fiable. Et ce qui est, comment dire, je trouve pas immédiat, c'est justement de se dire, bah, attends, quand il y a connaissance collective, il y a plein de trucs qui se passent, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la quantité de vérification. Il y a aussi l'acceptance collective, il y a aussi le côté correct. Il faut vraiment que toutes ces choses-là interagissent pour que, on ait ce statut très spécifique. Et en fait, même, c'est même encore pire, c'est que vu que les mathématiciens, eux, comment dire, le jugement de connaissance collective, c'est un jugement normatif que nous, on fait en disant là, il y a connaissance, là, il n'y a pas connaissance. Et les mathématiciens, le seul truc qu'ils voient, c'est l'acceptance collective. Parce que personne n'a vraiment accès de savoir est-ce que tous les gens qui utilisent le théorème l'ont bien vérifié chez eux. On ne sait pas. Tu vois. Tout ce qu'on a, c'est les signaux qu'ils ont envoyés. Après, est-ce qu'ils envoient le signaux parce qu'ils l'acceptent, parce que Scholze ou Voevodsky l'acceptent et disent, bon, bah, s'ils le disent que c'est vrai, ça doit être vrai. Ou est-ce qu'ils l'acceptent parce qu'ils ont vraiment fait le travail? On voit bien qu'il y a une déconnexion entre les deux. Voilà. Je crois que tu avais un troisième point que j'ai Il y oublié. avait juste l'exemple des termites, me semble. Ben, c'est que derrière, il y a des processus qu'il faut que c'est revenu. Ah oui, l'évolutionniste. Bah, alors, ça, c'est. Là, Ouais. dans ce cas-là. Non, Donc, les exemples me semblent un peu. mais l'évolutionniste, si tu veux, c'est l'évolution arrive pour expliquer comment, à un moment donné, il y a un système qui est cette structure-là. Mais tu n'es pas obligé de regarder le processus qui arrive. Par exemple, aujourd'hui, il y a tout un travail en robotique, qui s'appelle la Swarm Robotics, où les gens tentent de reproduire ces choses-là. Donc, enfin, tu peux vraiment déconnecter la structure comprendre comment le système fonctionne tel qu'on le voit, et les raisons pour lesquelles, à un moment, un système est apparu avec ces propriétés-là. Moi, je ne pose pas cette question-là. Je n'essaie pas de savoir qu'est-ce qui a fait qu'au cours du temps, la communauté mathématique a adopté ces processus-là, qui ont marché, et ça, je ne réponds pas à la question-là. Par contre, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que bah, aujourd'hui, comment est-ce que la communauté mathématique fonctionne? Salut. Quand elle valide justement de la connaissance. Voilà, donc tu peux tout à fait avoir cette chose-là en restant un peu agnostique sur comment est-ce que le système est apparu et pourquoi est-ce qu'à un moment on en est venu à faire les choses comme ça. Ça, c'est une autre question à laquelle je ne réponds pas. Ouais. Super, merci. 3 secondes, on doit revenir en ligne. Cher Gérard, c'est à toi. Oui, merci Yacine. Je crois que ton modèle marche en effet très bien pour la connaissance d'une preuve mathématique. Mais
il n'y a pas seulement la connaissance d'une preuve, mais aussi si la preuve prouve ce qui est que l'hypothèse. Par exemple, dans la non-contradiction de l'arithmétique, si on va un petit peu en arrière, mais est-ce que la preuve de Gensen, qui est évidemment formellement correcte, est-ce qu'elle prouve ce qu'elle veut prouver? Personne est d'accord, mais les uns sont d'accord, les autres sont d'accord. Les autres, à savoir un Allemand qui s'appelle Welte, il dit l'arithmétique est en fait contradictoire. Donc, et c'est Schutte qui a examiné la preuve, ensuite il trouve une faute, ensuite il a corrigé. D'autres qui ont examiné. De toute façon, la question, elle n'est pas tout à fait claire. Ensuite, un petit deuxième point, si tu dis que les mathématiques se distinguent parce qu'il n'y a pas de témoignage, ce n'est pas tout à fait vrai. À mon avis, dans la démonstration de la conjecture de Poincaré, on a des arguments de la mathématique, de la physique mathématique. Or, est-ce qu'on est capable de distinguer clairement entre la physique mathématique et mathématique? Ça, c'est très difficile, hein, ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup, Garde, pour tes questions. Alors, oui, alors, je suis d'accord avec toi que dans certains domaines, il y a vraiment comment dire, on peut avoir une réflexion sur ce que dit le théorème lui-même, et en particulier sur les questions de fondement, ça va être assez important. Et là, je dirais que ça a plutôt à voir avec eh bien, des questions de conceptualisation, de sens. Et c'est peut-être aussi, ce que tu dis, peut-être très spécifique au fondement. Peut-être un peu plus rare, je dirais, dans les branches traditionnelles des mathématiques, mais je me trompe peut-être, hein. Il peut aussi y avoir des moments où en fait on tente de démontrer des théorèmes sur des notions qui sont pas très bien définies. Par exemple, Grothendieck a lancé cette idée de motif, peut-être qu'André va nous en parler, et où voilà, beaucoup de gens l'utilisent un petit peu sans le dire, on ne sait pas exactement comment ça doit être défini, et donc on a aussi des cas dans l'histoire des mathématiques où les concepts se forment, c'est ce que la Catos nous expliquait, hein. Et effectivement, là, dans ces cas-là, on doit faire attention non seulement à la démonstration, mais aussi aux énoncés et aux définitions qu'il va y avoir derrière. Donc on pourrait complexifier le propos à ce niveau-là. Moi, dans mon cas, j'ai considéré que, on va dire que il n'y avait pas comment on pourrait dire, d'incertitude au niveau de l'énoncé et que les choses étaient suffisamment définies, en tout cas pour les gens qui allaient évaluer la preuve. Euh, la deuxième question, ben, non, mais je suis tout à fait d'accord, hein, qu'il y a il y a beaucoup de connaissances par témoignage en mathématiques, hein. Si on prend la conjecture de Poincaré, comme disait André, il n'y a que quelques personnes qui ont vraiment vérifié la démonstration. Et si nous on dit nous savons que la conjecture est vraie, c'est par témoignage. Et ça ne peut être que par témoignage. Euh, et donc là, ça pose une autre question qui est assez intéressante, qui est l'interaction entre connaissance collective et connaissance individuelle. C'est-à-dire que il semble que en fait, quand il y a connaissance collective, ben, ça nous donne le droit nous-mêmes, par témoignage, de dire que l'on sait que ci et ci et ça, parce que la communauté sait que ci et ci et ça. Donc là, il y a aussi cet axe-là qui mériterait d'être un peu plus discuté. Il y a le sens de savoir. Euh, comment est-ce que la connaissance collective émerge des individus, mais il y a aussi le chemin inverse, c'est de se dire, bien, quand il y a connaissance au niveau de la communauté, comment est-ce que ça affecte la connaissance des individus et comment est-ce que toutes ces choses-là s'organisent. Donc pour moi, la deuxième question pointe vers ce type de questionnement. Ouais. Super. Je sais que Laurent voulait poser une question, mais je vais juste répondre. Je m'approchais des micros pour que les gens en ligne m'entendent. Il y avait quelques courtes questions en ligne de M. Keller, dont je les reprends juste très, très rapidement. Si la preuve est correcte, comment peut-elle ne pas être acceptée par les collectifs? Mais peut-être tu as déjà répondu à ça. Quelle définition donnez-vous à la connaissance individuelle? Je vais aller un peu moins. Uh-huh. Alors, attends, si la preuve est correcte, comment peut-elle ne pas être acceptée par le collectif? Bah, par exemple, si la preuve est très très longue et que, parce que la communauté, pour accepter, doit investir de l'énergie. Et peut-être que dans le cas de Mochizuki, les gens sont un peu arrêtés trop tôt. Il faut imaginer, par exemple, imaginons les travaux de Grothendieck qui étaient
vraiment très révolutionnaire, mais là, il y a vraiment une organisation autour de Grothendieck, une école, il y a eu beaucoup de mécanismes pour transférer. Si Grothendieck avait tout fait chez lui, un peu comme il a peut-être fait dans la seconde partie de sa vie, et puis qu'il nous laisse des manuscrits et on doit décider si ce qu'il raconte est correct ou pas, c'est pas du tout la même histoire. Donc, il faut que la chose soit correcte, mais il faut aussi que la communauté eh bien, investisse du temps, s'organise pour que quelque chose soit accepté. Super. Après- Donc, question suivante. Tac, tac, tac. Quelle définition donnez-vous à la connaissance individuelle? Alors, j'ai voulu un peu éviter cette question. Donc là, il y a vraiment tout un autre travail à faire sur la connaissance individuelle. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans le modèle, enfin, en tout cas dans la proposition, la connaissance individuelle n'intervient pas. C'est-à-dire que j'ai pas dit la communauté a connaissance collective de ça, si et seulement si les individus ont connaissance. En fait, on pourrait même aller plus loin. On pourrait très bien avoir quelque chose qui soit connaissance collective et qu'en fait aucun individu ne connaisse. Proposition. Si quand vous avez fait la démonstration, grande démonstration, 500 pages, on se la divise en 5, on vérifie chacun et on dit oui, bah oui, donc en groupe, on a vérifié toute la démonstration. Donc on pourra dire, bah, et donc moi j'accepte la démonstration parce que j'accepte ma partie pour moi, mais j'accepte les autres parties pour vous. On arrive à acceptance collective et on pourrait très bien avoir connaissance collective sans qu'aucun individu n'ait connaissance du théorème. Si on prend par exemple ce cas que les mathématiciens connaissent bien, qui est la classification des groupes finis simples, qui est une démonstration qui fait 3 à 4 000 pages, on doute que personne, aucun individu n'a vraiment parcouru toute la démonstration. Et pourtant, c'est un résultat qui est a priori accepté par la communauté. Donc, on peut très bien avoir connaissance collective sans qu'aucun individu n'ait connaissance du théorème. Merci infiniment. C'est Laurent. Merci. Le micro est là-bas, donc il faut que tu pries ou tu te Bon, déplaces. j'ai un peu peur de poser des questions idiotes qui répondent à le sociologisme. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Mais par exemple, je me pose la question de savoir si tu considères la communauté comme étant unifiée. Mm. Parce que je pense à la question des controverses, par exemple. Je pense au, je sais pas, maths soviétique versus maths occidentale. Enfin, Ouais. je pense au style Ouais. de mathématiques aussi. Et puis, je me posais la question de l'enseignement. Ouais. Alors, est-ce qu'on n'a pas aussi la capacité à construire une connaissance à partir d'une transposition en enseignement? D'accord, c'est-à-dire que la connaissance collective émerge aussi à travers l'enseignement, des choses comme ça, ouais. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Moi, je pense que ce sont vraiment des. Tu vois, enfin, moi, j'essaie d'analyser un peu le mécanisme de la manière la plus. Comment dire vraiment d'identifier qu'est-ce qui pourrait être important parce qu'il se passe énormément de choses. Donc, à un moment, c'est un peu le problème de la modélisation ou de savoir, bon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut distinguer, quels sont les éléments. Euh, et après, on va dans les raffinements et effectivement, tout ce qui est dit là ici invite à plus de discussions sur les points spécifiques. Donc, euh, alors, il y a plusieurs manières de répondre à ta question. Une première manière, c'est là, j'ai un peu présumé que les standards ou les normes, par exemple, étaient uniformes. Et ça, on le retrouve dans ma condition quand on dit qu'une preuve est correcte, selon des standards attribués à une communauté. De la même manière que la procédure de vérification va être attribuée à la communauté, les Grecs ne vérifiaient pas les démonstrations de la même manière que nous ne les vérifions, nous n'avons pas les mêmes standards. Donc après, ce qu'on va faire, c'est que on va se dire, bah, on va ajuster les conditions à une communauté spécifique. Et là, tu as des paramètres. Là, tu peux t'amuser à dire, ah bah non, non, cette communauté-là, par exemple, les gens qui font des maths appliquées ne disent pas les mêmes standards de rigueur que les gens qui font des maths pures, par exemple. Bon, c'est quelque chose qui est souvent dit, un peu vrai, pas toujours. Euh, mais tu peux amuser voilà, à redescendre les choses comme ça et à respécifier le modèle. Mais tu peux toujours reposer la question, tu peux dire au sein des mathématiques soviétiques, euh, est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait qu'à un moment, un théorème devient une connaissance collective? Et est-ce qu'on retrouve ces conditions-là? Ou alors, au contraire, il faut aller chercher autre chose qui pourrait être possible? Ou alors, est-ce que finalement, ce sont juste des paramètres? Donc, c'est un peu la manière là que j'aborderai cette question-là. Et l'éducation, oui, ça, c'est extrêmement important. Bah, justement, en fait, je pense que là, il y a un lien très fort parce que, a priori, on n'enseignerait que ce qui est connaissance collective. Donc ça, je n'y avais pas pensé, j'en ai pas trop pensé là, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Et effectivement, il y a dans la transmission, quand on décide qu'est-ce qu'on transmet, alors on fait un filtre, mais au moins on fait un filtre de ce qui est établi.
Tu vois, ça serait très étonnant d'aller dire aux étudiants, ça c'est correct, mais en fait la communauté mathématique, elle ne le sait pas, ou d'aller présenter les travaux de Mochizuki comme étant quelque chose de correct alors que ça l'est pas. Donc la connaissance collective, elle joue aussi un rôle de filtrage pour ce qu'on va sélectionner dans l'enseignement, et a priori on n'enseignerait que ce qui est connaissance collective. A priori, peut-être que c'est faux, hein, mais ça pourrait jouer un rôle important. Alors est-ce que par l'enseignement, tu crées de la connaissance collective? J'ai envie de dire que l'enseignement vient après la validation des résultats par la communauté. Euh, mais en tout cas, tu crées plus d'agents qui vont s'intégrer dans la communauté. Donc là, c'est plus des questions qui vont avoir avec la constitution du groupe. Qu'est-ce qui fait communauté à un moment donné? Ça, c'est une question hyper importante pour les gens qui font de la sociologie ou de la philosophie sociale. J'en ai pas trop parlé, mais quand j'ai parlé du nous, moi, je me suis intéressé à l'architecture. Mais une grosse question qui intéresse les philosophes, les sociologues, c'est dans quelle mesure quelque chose constitue un groupe à un moment donné? Parce qu'un groupe, ça a une structure, ça a une coordination. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un appartient au groupe ou n'appartient pas au groupe? Et ça, ce sont des questions hyper importantes que j'ai un peu mis de côté. Là, j'ai assumé qu'il y avait des gens dans la communauté, des gens qui n'étaient pas. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on fait d'un mathématicien qui a fait 10 ans de recherche et puis qui enseigne au lycée, et il fait partie de la communauté ou pas? Enfin, il y a alors tous ces cas un peu difficiles à traiter. Mais il y a toutes ces questions-là, effectivement, aussi de ce côté-là. Ouais. Des entités collectives. Ouais. Super, merci infiniment. Juste une petite question d'Henri. Est-il possible de dire je vérifie mais je ne comprends pas? Oui. D'accord. Euh, en fait, ça, c'est un problème. On en a parlé un peu avec Andrei. Je travaille aussi sur la question de la compréhension. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous l'avez dans Poincaré. Alors, je ne sais plus quel article, vraiment dans Sciences Hypothèses, où Poincaré vous explique qu'en fait, par exemple, si les élèves font souvent ça, c'est-à-dire qu'ils vérifient que tout est correct, mais en fait, ils n'ont rien compris à ce qui se passait. Et en fait, comprendre, c'est plutôt aussi saisir l'organisation globale, avoir une vue d'ensemble, tout un tas de choses qui sont associées à la compréhension. Mais tu peux vérifier étape par étape, un peu le nez dans le guidon, sans jamais atteindre cette hauteur de vue. Donc, on pense qu'on peut avoir compréhension sans, comment dire, vérification sans compréhension. L'inverse aussi, hein. Tu peux très bien comprendre une démonstration globalement sans en avoir fait les détails. Ça, c'est aussi possible. Ouais. Super, merci. Merci beaucoup. Donc, vas-y, donc, c'est alors, Céline a déjà posé la question. Comment envisagez-vous définir la légitimité de chaque individu et les interactions entre les individus dans votre modèle envisagé? Oui, ah non, mais ça, c'est donc. Ces deux points-là sont importants, hein, et il y a un premier point d'essayer de comprendre, et c'est un peu ce qu'on disait avec Laurent, qu'est-ce qui fait qu'à un moment quelqu'un devient membre d'une communauté? C'est une question que je n'aborde pas du tout. Moi, j'ai présupposé que les gens étaient là et qu'en fait, ils avaient intégré les normes de là. Donc ça, c'est quelque chose de très important et dont je ne parle pas clairement, parce que c'est pas le cœur de la question pour aujourd'hui. Et les interactions, c'est aussi extrêmement important. Alors, effectivement, il me faudrait plus de temps pour développer le modèle et expliquer aussi que les agents interagissent avec l'environnement. Donc, quand une démonstration est proposée, en fait, il y a tout un mécanisme où les gens vont dire ah ben non, il y a un problème là, et puis la personne va corriger, reproposer une nouvelle démonstration. Donc, il y a toute une dialectique là, un peu sophistiquée, d'aller-retour entre les auteurs et l'environnement. J'en ai pas trop parlé, mais il y a vraiment un phénomène de convergence. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, ces idées de systèmes qui convergent, comme dans les systèmes dynamiques, parce qu'on voit très bien qu'on a un peu de bruit et puis tout à tout, on se stabilise. Et donc, je me dis que ces concepts-là, ils sont aussi utiles pour nous en épistémologie pour comprendre ce qui se passe au niveau collectif. Ouais. Super. Mamadou, est-ce que c'est une version ensuite de Kyle? Ah non, il y a un cas, il faut le faire, ok, pardon, Kyle, je vais partir. Euh, euh, je suis en fait tout à fait d'accord que l'exercice de construire des problèmes de critères, c'est un peu bête. Attends, Kyle, 3 secondes. Tu peux éteindre le micro chez toi? J'éteins mon micro, d'accord. Vas-y. Euh, je vais essayer quand même. Expérience de pensée. Kempe, il fait sa preuve, sa preuve originale. Il l'envoie à une revue. La revue l'a fait vérifier par
disons, 5 experts qui sont tous d'accord que la preuve est bonne. Donc, la revue accepte l'article et on envoie l'article chez le compositeur, l'imprimeur. Et là, il y a un petit accident. Le typographe, il laisse tomber son truc. Euh, alors, il faut ramasser les types, réassembler. Comment on appelle ça? Bah, par accident, le compositeur construit une preuve correcte. Donc, la preuve qui est publiée dans la revue est une preuve correcte, mais la méthode de vérification de la communauté mathématique a été basée sur une preuve incorrecte. Personne ne vérifie la version publiée de la preuve, mais toute la communauté accepte jusqu'ici que c'est le théorème de Kempe. Donc, c'est peut-être pas tout à fait parallèle au cas Gettier, mais euh, tu as quand même dit que la notion de connaissance collective en mathématiques, ça porte aussi comment dire, à l'honneur, au prix, au nommage de théorème. Donc, si on appelle le théorème de Kempe aujourd'hui, et il n'est même pas possible de refuter cet honneur parce que la preuve publiée est en fait correcte. Est-ce qu'on a vraiment de la connaissance collective là? Dans ce cas-là, on dit, ils ont envie de dire non. La personne est contente, 3 secondes. Évidemment. Je remets mon audio, c'est bon? Super. Non, ça, bon, il faut y réfléchir. Alors, en fait, je pense que là, ce que tu fais, c'est que tu as déconnecté l'objet de démonstration qui a été l'objet de la vérification et de l'acceptance collective de la démonstration de la dernière condition. Donc là, tu as déconnecté. Donc, ce n'est pas les mêmes. Moi, dans mes conditions, c'est la même chose. Donc là, après, on peut commencer à discuter. Et là, tu as raison de pousser sur ce point-là. Et c'est peut-être un point pas évident à dire, hein. C'est qu'est-ce que c'est que cette fameuse démonstration publique qui doit avoir lieu? Et finalement, est-ce qu'on peut vraiment, voilà, parce que par exemple, même sur Archive, tu vois, il y a régulièrement, les gens mettent à jour, il y a même pour un même article, tu mets des versions, tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de démonstration publique? Est-ce qu'elle tient vraiment la route? Est-ce qu'on peut vraiment l'identifier? Qu'est-ce qui se passe si une personne l'accepte parce qu'elle l'a lu sur la V1 et puis l'autre l'accepte parce qu'il l'a lu sur la V5, mais la V5 a corrigé des trucs sur la V1, etc., etc. Hein, c'est un bon point. Il faudrait réfléchir pour savoir comment est-ce qu'on veut appréhender ces choses-là. C'est pas forcément évident. Faudrait que je réfléchisse, ouais. Mais je pense que tu as le doigt sur quelque chose d'intéressant. Euh, la réponse simple, c'est de dire non, non, dans ma condition, c'est la même démonstration. Donc, du coup, ça, ce que tu dis, là, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit la même démonstration qui soit rendue publique que l'autre. Et là, il y a un autre dysfonctionnement. Et donc, la condition ne serait pas forcément réunie parce que le P qui a vu le journal n'est pas public. Donc, mon truc dirait il n'y a pas connaissance collective, parce que pour qu'il y ait connaissance collective, il faut que ce soit le P qui a été vérifié, qui soit le P, enfin, preuve publique. Dans ton cas, il n'y aurait pas preuve publique. Enfin, en tout cas, le P n'est pas le P qui est publié n'est pas le bon P. Donc la dernière condition n'est pas remplie. Et donc, il n'y a pas connaissance collective qui est le jugement qu'on aura envie de dire. Je pourrais très facilement, enfin, on pourrait facilement répondre à ton cas comme ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant dans ton cas qui est de se dire comment est-ce qu'on identifie, quel est cet objet P au départ, et comment on fait dans ce contexte-là où, vous voyez, par exemple, dans le cas de Perenman, bah, la preuve, elle a été publiée sur Archive, mais il a aussi fait des présentations, il a aussi rajouté forcément des éléments quand il a donné les talks. Alors, c'est quoi vraiment cette preuve publique et est-ce qu'on peut mettre le doigt dessus? Ça, c'est une question importante, il faut que je réfléchisse. Ouais. Avec le théorème. Voilà. Il peut y avoir connaissance collective du théorème. Oui, mais du coup, tu pourrais te poser la question de savoir, quand tu as une démonstration mouvante, comment tu fais, un peu comme dirait Cal, si les gens la vérification a été faite sur une version, un préprint, imaginons, envoyé à ses collègues,
Et en fait, c'est vraiment ça la base. Et puis finalement, le seul truc public, c'est un autre machin complètement différent ou avec plus de détails. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Est-ce que c'est... Et puis derrière ça, après, tu commences à rentrer dans des trucs. Est-ce qu'on a la même démonstration? Est-ce qu'on a des présentations de la même démonstration? Alors, c'est toujours un espèce de rabbit hole, hein, ce genre de choses, parce on n'a jamais des bonnes réponses à accorder. Mais c'est un point important, c'est vrai. Ouais. Allons-y. Merci beaucoup. C'est à peu près dans la même ligne sur la question, sur le point sur la dynamique de la communauté. Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, que ce que vous appelez communauté enfin, des mathématiciens, la communauté des mathématiciens, ça peut bifurquer d'une certaine façon, c'est-à-dire que cette monotonie qui fait qu'on a un cadre qui fait qu'on accepte ceci et on n'accepte pas cela comme étant une preuve, qu'on puisse avoir des approches alternatives et que ceux qui sont les tenants des approches actuelles, disons à un moment donné, comme ce qu'on appelle le principe de Planck, ils arrivent à mourir et puis les plus jeunes prennent un autre chemin et poursuivre le travail. Et aussi, l'autre chose, c'est que est-ce qu'il suffit que la communauté est validée pour qu'on puisse dire que tout le monde peut se fourvoyer, quoi, je crois. Donc, à un moment donné, la connaissance individuelle peut être un point, une condition de départ pour ce que vous appelez la connaissance collective. Et donc, cette acceptance collective, un autre point, c'est la possibilité d'injustice, d'injustice épistémique, pour reprendre une expression de Miranda Fricker, par déficit de crédibilité ou par excès de crédibilité. On peut dire que, puisque c'est, je sais pas, qu'un peu, que voilà, ça doit être vrai, ou il y a... Ça, si ça se trouve que c'est faux, c'est une injustice épistémique par excès de crédibilité. Et éventuellement, Michoziki aussi, par exemple, il se peut qu'il ait raison et qu'il est justement victime d'injustice épistémique par déficit de crédibilité. Et là, il y a énormément d'aspects sociologiques qu'il faut voir, parce que voilà, ce que la communauté considère comme étant la légitimité du mathématicien, une expression, ce que tu es, enfin, ce qu'on considère, parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis en fait. Donc on ne lit pas réellement la démonstration, on a déjà, voilà. Donc c'est les points que je voulais soulever. C'est vraiment des aspects, je pense, qui sont importants sur... Ouais. Non, non, mais tout ça ce sont des points vraiment très intéressants. Le premier point dont tu parlais, c'est l'idée qu'il y a il pourrait y avoir différents cas, différentes normes possibles. Parce que les mathématiques, c'est une pratique normée, normative. Les gens sont à peu près d'accord sur, par exemple, quand on utilise la logique classique comme étant le modèle principal. Alors, il n'y a pas tout le monde, hein, mais je veux dire, il y a quand même un moment, il faut fixer des standards. Et pour une démonstration, si on dit on accepte le raisonnement par contradiction, on dit on ne l'accepte pas, on a deux standards différents et ça va faire des différences sur ce qu'on va accepter comme une démonstration correcte ou pas. Hein, donc, quand on dit qu'une démonstration est correcte, c'est une démonstration est correcte selon les standards, blablabla. Et les standards des Grecs ne sont pas les mêmes standards que nous, ne sont pas les mêmes standards qu'on avait au XVIIIe siècle, ne sont pas les mêmes standards qu'on peut trouver dans d'autres pratiques mathématiques ou mathématiques, etc. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Euh, ça va conditionner en fait ces conditions-là, c'est-à-dire ce qu'on considère comme une preuve correcte et puis aussi le processus de vérification qui va derrière, qui va être transformé. Et effectivement, pour que... Alors là, on revient aussi à qu'est-ce qui fait groupe. Et on pourrait argumenter de se dire que la notion de connaissance collective n'a de sens que s'il y a une communauté. Et quand il y a vraiment une communauté, et ben, quand il y a une certain, on va dire, consensus ou une certaine proportion à accepter des normes communes. Peut-être que si on avait une communauté de mathématiciens où chacun a sa propre norme de ce qui est correct, on ne dirait pas que c'est vraiment une communauté. Donc après, tu vois, on peut aller sur ce terrain-là pour tenter de clarifier les choses et de dire qu'à des moments, peut-être que la communauté peut être, comment on dit disrupted, on dit en anglais, enfin en tout cas altérée d'une certaine manière. Donc je dirais pour ça sur la question des normes, elle intervient là et donc ce que tu dis, ça pointe sur le fait que ce qu'on considère comme étant connaissance collective est aussi connecté sur ce qu'on considère comme étant sur ce qui fait communauté. Parce que les standards sont associés à la communauté, ils doivent
a priori être acceptées ou être largement partagées dans la communauté pour que ça fasse sens du tout. Et si ces conditions-là ne sont pas réunies, on pourrait questionner le fait qu'il y ait une notion de connaissance collective générale, parce que si on n'est pas d'accord sur ce qui justifie nos propos, eh ben, on a un problème tout simplement pour arriver à un niveau d'acceptance collective, et donc on va bloquer le mécanisme à plusieurs endroits. Et voilà, ça c'était sur la première partie, sur les mathématiques un peu alternatives. Et la deuxième, sur l'injustice épistémique, tu as tout à fait raison. Alors après, il y a là, on voit bien que pour que quelque chose devienne connaissance collective, il faut que la machine s'enclenche. C'est-à-dire que si à aucun moment quelqu'un vient vérifier Mochizuki, c'est mort. Il faut un moment qu'il y ait de la vérification, donc il faut un moment qu'il y ait des agents qui décident. Et là, tu peux avoir des phénomènes d'injustice. Si des gens disent Mochizuki est devenu fou parce qu'il est complètement isolé depuis 10 ans et il fait ses trucs et il faut pas et qu'en fait il avait raison, alors là, effectivement, c'est une forme d'injustice un peu d'injustice épistémique parce qu'en fait, il n'y a pas de raison de l'exclure. Les raisons pour lesquelles la communauté ne s'est pas engagée suffisamment pour apprécier les travaux ne sont pas des bonnes raisons ou pas des bonnes raisons éthiques, morales. Enfin, on vient sur la question la question des vertus éthiques. Donc, ces mécanismes-là, on va les retrouver vraiment sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les gens décident d'enclencher ces mécanismes-là, décident de vérifier décide de porter attention pour qu'on puisse arriver à un moment où on dit ah ben on a assez vérifié ou à un moment où on a assez de gens qui acceptent. Parce que pour que des gens acceptent, il faut qu'ils se penchent sur la démonstration, il faut qu'ils la regardent et il faut qu'ils se prononcent. Donc c'est là que je mettrais ces choses-là dans cette approche, quoi. Mm. Tu penses pas que Vas-y. Il peut y arriver quand même un moment, même en mathématiques, tu ne penses pas qu'il peut y arriver un moment où la machine, justement, s'enraye et qu'il y a une sorte de crise et il faut justement revoir les standards de la communauté éventuellement. Et, euh, et Bah, c'est arrivé dans le passé, hein, c'est arrivé autour de la crise des fondements. Alors, c'est pas vraiment une crise sur les standards de preuve, mais c'est vraiment une crise sur les principes de départ, les axiomes qu'on voudrait arriver. Mais il y a aussi eu des crises, par exemple, autour des mathématiques intuitionnistes constructives et mathématiques classiques. Par exemple, quelqu'un comme Brouwer avait vraiment un agenda politique. Il a dit non, c'est comme ça qu'il faut faire les mathématiques. Et Hilbert n'était pas content parce qu'il n'était pas d'accord, quoi. Et donc, on peut avoir à ce moment-là ce type de controverse. Donc ça a déjà apparu, ça existe. Et aujourd'hui, on va avoir un autre type de débat parce que la communauté mathématique se demande est-ce qu'à un moment, il faudrait qu'on vérifie toutes les démonstrations par ordinateur? Et ça va être un choix de la communauté. Peut-être que, on peut très bien imaginer que dans 50 ans, tu ne pourras pas envoyer un article dans un journal de mathématiques si tu n'as pas envoyé la démonstration formelle et le code de vérification qui va avec. Ça existe déjà dans certains domaines de l'informatique, ça fonctionne comme ça. Et donc là, il peut y avoir une controverse. Peut-être que les gens vont dire non, non, on garde notre système de validation par les humains. L'autre dit non, non, il faut maintenant déférer à la machine et on va introduire des normes où il va falloir, pour que quelque chose soit reconnu, accepté collectivement, il va falloir vérifier comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible que ça apparaisse. Actuellement, ce type de discussion est en cours, mais pas au point de créer une crise. Ouais. Je ne sais pas de Mais- c'est exactement ce que en justice épistémique, etc. Ouais, ouais. Parce que, bon, c'était pas lui qui était connu, en fait, c'était plutôt son co-auteur D'accord. Misha Kapranov et son chef David Kazdan, qui était Ok. Harvard à l'époque. Et par contre, Charles Simpson, qui était à Nice, Mhm. et pas du tout connu. Et donc, c'est vrai que les communautés faisaient plus attention à Voïvodski. Mais ce n'était pas comme les gens ne vérifiaient pas le preuve, mais parce que c'était une preuve avec une erreur qui personne n'a vu, et même Voïvodski n'a pas vu. Par contre, c'était contre-exemple qui était en fait bonne, évident, mais les gens préféraient de ne pas le prendre au sérieux, de D'accord. penser que Ah, pour le peut-être coup, c'est un vrai il cas y a de preuve, et l'injustice épistémique, ouais. seulement pour question sociologique, disons. D'accord. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Amré. J'arrive au candidat suivant. Oui. Je me demandais si finalement, dans ta proposition, la notion de croyance était encore présente, individuelle ou collective, parce que tu parles d'acceptation, Ouais. mais c'est encore plus intéressant s'il n'y a pas de croyance, serait juste un état de connaissance
et on élimine cette partie-là. Ouais. Bah, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas besoin des. Enfin, en tout cas, je vois pas très bien où la notion de croyance jouerait un rôle. Euh, Dans l'acceptation, il y a beaucoup de gens qui vont dire Il y a des croyances peut-être dans Ah non, non. l'acceptation, Bah, en fait, il y a tout un justement, débat. on Alors, on peut le faire sans. Voilà. Ouais, ouais, mais Ouais. je pense que enfin, c'est des trucs que tu connais. Il y a tout un débat entre Gilbert et d'autres. Certaines personnes pensent que les groupes ne peuvent pas avoir de croyances, ne peuvent avoir que des acceptances. Donc, il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés dans cette direction-là. Euh, Moi, j'ai envie de dire que, tu vois, même si aujourd'hui, tout le monde pense. Enfin, imaginons quand, quand en tout cas, je ne suis pas sûr de voir vraiment où la croyance va jouer un rôle. Alors après, ce que j'ai tous les exemples. On peut tout à fait être dans un cas où tout le monde croit que le théorème euh, est vrai. En fait, quand il y a une conjecture, déjà, il y a croyance, hein, la plupart du temps. Hein. La conjecture de Poincaré, la plupart des gens croient que c'est correct. Donc, même avant que ça soit démontré. Euh, Après, si c'est démontré et que les gens le croient pas, en général, quand tu as la démonstration, ça t'invite à réviser tes croyances. Donc, faudrait que je réfléchisse pour savoir quel argument il faudrait qu'on donne pour dire que les croyances collectives ne rentrent pas en jeu. Mais là, je ne l'ai pas sur le blanc. Je vois bien qu'il peut y avoir croyance sans connaissance, évidemment, sans acceptance, croyance avec acceptance. Il peut y avoir acceptance euh, alors que les gens ne croient pas, ça paraît bizarre. Mais en fait, l'acceptance et croyance jouent un peu le même rôle. Alors après, tu peux dire que acceptance peut être un reflète la croyance des individus, mais c'est plus fort que ça. Parce que l'acceptance, c'est vraiment une action que tu fais. Tu décides d'accepter. Et tu peux accepter quelque chose que tu ne crois pas. Par exemple, quand un avocat fait une défense, il va accepter que son candidat est innocent, alors que peut-être il ne croit pas du tout qu'il est innocent. Donc l'acceptance, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, et c'est vraiment de ça dont j'ai besoin. Après, il faut que je réfléchisse pour savoir si je peux vraiment dire non, non, il n'y a pas besoin de la croyance, mais j'ai pas de. C'est mon intuition. De fait, je pense qu'il n'y en a pas besoin, mais si tu me demandais un argument pourquoi il n'y a pas besoin, il faudrait que je réfléchisse. Ouais. Je suis Chers pas sûr. camarades, on a fini en fait normalement il y a une dizaine de minutes, donc c'est un tout petit peu délicat, mais allez-y, une question rapide. Oui, merci. Une question rapide. Euh, il me semble que, en tout cas, du point de vue, quand on réfléchit en termes d'éducation mathématique, par exemple, Gérard Vergniaud, il nous dit la connaissance est opératoire ou n'est pas. Donc la question que j'aurais envie de te poser, c'est dans cette notion d'acceptance, est-ce qu'il y a, tu regardes la manière dont les gens s'en emparent pour faire des mathématiques, pour améliorer les mathématiques qu'ils sont en train de faire, etc. C'est-à-dire, est-ce que là, il n'y a pas un collectif qui s'empare et on pourrait peut-être faire l'hypothèse que si un collectif s'en empare, ça peut être aussi un détecteur d'erreurs. Parce qu'en fait, quand on utilise un résultat et que finalement il nous conduit à quelque chose qui nous interpelle ou qui nous étonne, on peut être amené à du coup revenir sur les choses qu'on a acceptées, c'est-à-dire remettre en cause les prémices. Mais voilà, je voulais savoir si ça, c'était quelque chose que tu prenais en compte dans ton modèle. Ça me paraît particulièrement important parce qu'un théorème, tout le monde dit, oh, c'est génial, il est démontré, mais personne s'en sert. Est-ce qu'on est vraiment dans une augmentation de la connaissance collective? On peut se poser la question. Ouais. Non, non, c'est une très bonne question. En fait, je dirais plutôt que donc, c'est pour ça que l'acceptance est important. Je reviens un peu à la question de Cyril. En fait, si par exemple, tu utilises un théorème de quelqu'un d'autre dans ta propre démonstration, alors tu dois forcément l'accepter. Parce que sinon, ça veut dire que tu n'acceptes pas ton propre théorème. Et si pareil, tu dis, voilà ma démonstration, et tu veux que lui accepte ton théorème, mais il n'accepte pas un théorème que tu as utilisé, alors ça bloque automatiquement l'acceptance. Donc il y a un lien très fort. Et en fait, justement, moi, je pensais plutôt que de se dire que une des manières dont l'acceptance publique se manifeste, individuelle, c'est à travers l'utilisation. Donc, comment est-ce que tu peux témoigner que toi, tu acceptes? Alors, tu peux écrire un truc sur un blog, mais ça marche pour Voevodsky et Scholze. Mais la plupart du temps, s'il commence à avoir un article, tiens, lui, il a utilisé ce théorème-là dans son propre article. Donc, ça veut dire qu'il l'accepte. Et puis lui aussi. Et puis lui aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait, cette idée d'une acceptance collective qui croît comme ça et qui émerge sans que personne à un moment ils dise la communauté accepte en fait. Et c'est donc un peu comme le phénomène émergent d'organisation que l'on voit. Donc en fait, ce que je dirais, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi. Si les gens s'en emparent, si les gens l'utilisent, alors c'est un signal qu'ils l'acceptent. Et c'est comme ça que l'acceptance collective démarre. Et j'aurais même envie de dire, et ça c'est un peu peut-être un peu une
controverse qu'on pourrait avoir, mais j'aurais envie de dire que les articles qui ont été lus que par 2 personnes, même publiés, ne sont pas connaissance collective. Dans mon modèle, ils ne le sont pas. Parce que s'il n'y a que 2 personnes qui l'acceptent, c'est probablement pas le seuil, hein. Le seuil est probablement un peu plus haut. Et probablement la vérification n'est pas non plus réalisée. Donc ça veut dire qu'en fait, le gros parti des mathématiques n'est pas connaissance collective. Mais c'est une conséquence. Mais je pense que c'est pas loin de la vérité. Parce que sinon, tout dépend, tu vois, de jusqu'où tu vas. Et moi, je pense que le filtre de ce qui est connaissance collective est quelque chose de très, très spécifique. Et aussi, une autre chose que j'ai trouvé intéressante en réfléchissant à ça, c'est que tu vois, quand quelque chose a été accepté par plein de monde, alors tu es en droit de l'accepter parce que les autres l'acceptent et on ne va pas t'embêter. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as trouvé un résultat hyper intéressant dans une thèse de doctorat publiée dans une université qui n'est pas Harvard, et en fait, tu as envie de dire, bah, moi j'ai besoin de ça dans mon travail. Bah là, en fait, c'est toi à mettre le jugement. Tu ne peux pas relier à la communauté. Personne n'a vraiment lu ce truc-là. Et donc, je trouve ça intéressant de se dire que, eh bien, à un moment, on va accepter sans forcément se baser sur la communauté. Et puis, petit à petit, on arrive à un seuil où on peut accepter en se basant sur l'acceptance collective. Donc, il y a ces mécanismes-là dont je voudrais un peu parler. On ne peut pas trop en parler là, mais ça, c'est aussi pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans tous ces cas qui ne sont pas ces cas mondains où, eh bien, ce ne sont pas des résultats qui sont là pour le Clay Institute ou la médaille Fields. Il faut expliquer tout ça, quoi. Il faut expliquer comment, à un moment, quelque chose peut arriver à un statut de connaissance collective ou pas. Donc ça connecte avec ce que tu dis. Quand tu dis il faut qu'il s'en empare, l'acceptance collective va être une conséquence de s'en emparer, en fait. Euh, et, euh, et du coup, dans mon modèle, quand quelqu'un s'en empare, s'il le vérifie, s'il le regarde, il alimente le chose et il pousse la convergence du système vers plus de stabilité en renforçant la condition de vérification et en renforçant la condition d'acceptance, quoi. Ouais. Donc l'intuition est bonne. Effectivement, si ce que tu dis conduit à la connaissance collective, alors ça colle avec les processus identifiés ici, quoi. Ouais. La dernière question ici. Ouais. Je m'excuse par avance de rebondir encore sur les cas de Gettier. Ah oui, non, il n'y a pas de souci, c'était. Mais peut-être j'ai un scénario qui est un peu qui est pire que Ok, le vas-y. premier. Alors, admettons que Kempe ait eu une preuve correcte. Ouais. Alors, il prend sa preuve, il l'envoie à la revue. Les 5 experts, ils sont tous d'accord que c'est la bonne preuve. Alors, le manuscrit est envoyé à l'imprimeur. Et le soir même, il y a une petite fête avec Kempe et les 5 experts. Malheureusement, il y a un incendie et tout le monde meurt. Maintenant, le compositeur, il laisse tomber une page, mais il ne s'en rend pas compte. Donc, il y a une page perdue. C'est justement le cas qui manque dans la version publiée. Euh, Tout le monde accepte que le résultat est correct, la preuve est correcte parce que les experts l'ont vérifié, c'est publié dans cette revue. Mais 10 ans après, quelqu'un réalise qu'il y a une lacune dans la preuve. Et maintenant, on dit, ah, en fait, c'était faux. C'est pas le théorème de Kempe, il s'est trompé. Donc, on va éliminer, on va supprimer le nom de Kempe de l'histoire du théorème de Katt-Kohler. Là, il y a... Alors, donc là, on a de nouveau, le cas est intéressant. Donc, on peut de nouveau remettre sur le tapis l'idée que la démonstration publique n'est pas la démonstration qui a été vérifiée et compagnie. Donc, on peut repartir sur ce terrain-là. Mais je pense que ce que tu dis, c'est que il est tout à fait possible par exemple, pour des raisons d'injustice épistémique, il est tout à fait possible que quelque chose qui soit accepté à un moment le soit plus à un peu plus loin. Si quelqu'un a présenté sa démonstration et on est 3-4 et on est vraiment expert, tout ça, et puis en fait, les gens à un moment commencent à regarder et puis dire, ah, bah, ceux-là, c'est un peu des guignols, ils sont pas si experts que ça. Et finalement, notre crédibilité descend. Et puis des tas de gens commencent à lire et disent, non, moi, j'accepte pas cette preuve. Alors en fait, l'acceptance collective, ça peut être
on peut accepter collectivement et puis après redescendre, hein. Quand Wiles, par exemple, a présenté sa démonstration, tout le monde était convaincu que c'était correct. En tout cas, les idées semblaient bien marcher, tout ça. Et puis, il y a un des reviewers, je crois que c'est Katz, qui a regardé en détail, il a embêté Wiles, il s'est dit, non, mais attends, là, ça marche pas. Et Wiles dit, mais si, ça marche. Et non, ça marche pas. Et en fait, ça marchait pas, quoi. Et donc, on pouvait se dire que peut-être que sur la base de ces idées-là, la preuve de Wiles à ce stade-là avait acceptance collective et puis elle a redescendu, comme le cas de Kemp. Donc, c'est pas du tout exclu que ce qui est ce qui est accepté collectivement à un moment, l'est plus après. Là, j'ai l'impression que dans ton cas que tu dis, si les gens disparaissent, alors déjà, on a le problème qu'on n'a pas la même démonstration dans les deux cas, donc ça, c'est toujours un peu le souci, quoi. Ce qui a été accepté, vérifié par la petite équipe n'est pas la même chose que ce qui est regardé par les autres. Euh, mais on pourrait tout à fait, effectivement, imaginons que on pourrait faire un modèle où on dirait la preuve publique est quelque chose à un instant t qui peut bouger. Donc on pourrait mettre un paramètre t, on pourrait faire un truc comme ça. Mhm. Euh, alors, on pourrait demander coordination ou pas, et on pourrait tout simplement dire que, bah, OK, la preuve AT, c'en est une autre, et du coup, maintenant, les gens regardent et n'acceptent plus, et donc, on décrocherait le statut de connaissance collective à un moment, et peut-être ce serait pas trop mal, parce que si on voulait dire connaissance collective au départ, on avait peut-être raison, parce qu'au départ, comme tu dis, les gens ont vérifié, la truc est publique, ils l'acceptent, elle est correcte. Là, on a le droit de dire ce groupe-là a connaissance collective. Et puis après, si on parle d'un groupe, le même groupe, on va dire, en étant charitable, et puis là, finalement, la preuve n'est pas correcte et machin, et on avait dit, bah, eux, ils connaissent pas à cet instant-là, bah, on pourrait faire le jugement en time slice, quoi, si tu veux. Ça serait une manière d'appréhender et c'est tout à fait, ça serait tout à fait possible, quoi. Si jamais on perdait de l'information que personne ne veut reconstruire, par exemple, on devrait admettre qu'il y a de la connaissance collective qui se perd. Et d'ailleurs, avec ma collègue Liné, qui est d'ailleurs, je n'ai pas mentionné, mais Liné Andersen, et on a travaillé là-dessus ensemble, on a fait tout un autre travail sur la mémoire collective. Et qu'est-ce qui fait que la connaissance se maintient au cours du temps? Alors, on n'a pas encore, on a un peu travaillé, on a été du côté de la philosophie de la mémoire pour ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est pas si simple que ça. Et en fait, on pourrait imaginer que ben, il y a des cas où, si tu veux, l'acceptance à un moment donné, c'est un peu comme la mémoire, ça se fade, enfin, ça se délite au cours du temps. Il y a un peu comme dans la mémoire, il y a une forgetting curve, quoi. C'est-à-dire qu'on oublie progressivement en permanence. Et si on veut se rappeler, il faut contrecarrer cette fonction qui oublie nécessairement, quoi. Donc, on peut imaginer que dans les jugements d'acceptance collective, là, on les voit à un instant donné, mais si toute la communauté, enfin, on va dire 10 personnes qui bossaient sur ce sujet-là, acceptaient cette démonstration au début des années 80 et ils sont tous morts, bah, est-ce qu'on a toujours connaissance collective? Non, on peut peut-être imaginer des cas où la communauté oublie et comment dire, perd des connaissances, pas perd connaissance, mais perd des connaissances. Donc ça, c'est aussi des thématiques importantes quand on regarde la dimension temporelle. C'est assez difficile. On a développé des idées, mais je pense pas qu'on a un truc vraiment hyper convaincant là-dessus, mais il faut y revenir, quoi. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci pour ta question. Chers camarades, c'est le moment de terminer tout ça. Il est 20h, donc merci infiniment.